Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs. Merci encore de nous retrouver ce lundi matin sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith, et c'est un plaisir incommensurable de vous servir chaque jour. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce week-end dans les régions anglophones à la suite de la visite justement du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, y compris du délégué général à la Sûreté nationale, avec une déclaration incendiaire concernant les policiers de cette zone? Comment expliquer que ces derniers soient toujours en train de revendiquer des primes alimentaires et se comportant comme des militaires? D'ailleurs, la déclaration a été faite au cours de cette visite dans les régions anglophones. Aucune affectation ne se fera. Vous y resterez, vous y travaillerez en même temps pour l'État du Cameroun. Comment apprécie-t-il cette sortie, cette décision des hauts gradés, ou si vous voulez des hauts commis de l'État, les ministres de la Défense et ceux de la Sûreté nationale aujourd'hui? Les policiers devraient y rester dans les zones anglophones pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Aucune affectation ne devrait bien sûr se faire. Et on se pose encore la question ce matin, à savoir quel est le réel impact de la grève initiée par les avocats aujourd'hui au Cameroun concernant l'administration, le gouvernement camerounais. Les avocats sont-ils dans leurs droits en ce qui concerne la grève initiée? Comment comprendre ce qui s'est réellement passé ces dernières 48 heures au Cameroun? Quel regard les Camerounais y jettent-ils? Quelle appréciation font-ils de la grève initiée effectivement par les avocats? Madame, Monsieur, on en reparlera certainement pendant l'émission. Mais surtout, une question évidente. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, une autre marche pacifique soit initiée dans l'extrême nord du Cameroun? Revendication faite, les réalités autour de la vie des populations dans l'extrême nord du Cameroun. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de route, pas de soins de santé réels. Comment peut-on comprendre la marche initiée le 29 novembre prochain à l'extrême nord du Cameroun? La police camerounaise ou encore tout le contingent sécuritaire devrait-il se déployer dans l'extrême nord du Cameroun? L'extrême nord est en colère. Comment les calmer aujourd'hui? Bienvenue à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs. La grande famille Charlamel Mbachou, Bonbon Ben Gankandji, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Sontia, ensemble unis pour la même mission jusqu'à midi. Nous allons vous servir. Installez-vous confortablement. Chalamel, bonjour à vous. Bon début de semaine. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonbon Ben Gankandji, plaisir ce matin avec vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Comment consolider la démocratie dans un État francophone post-colonial? Je ne peux pas répondre à cette question, mais j'imagine que l'action engagée par les avocats du Cameroun pourrait contribuer à la consolidation de cette démocratie. Attendons de voir le dénouement, bien évidemment, de cette situation avec les avocats du Cameroun. Pourront-ils avoir une action réelle qui puisse peser de tout son poids sur le gouvernement camerounais aujourd'hui? On en reparlera pendant l'émission. Bonjour à vous, Karine Sontia. Bonjour, Michel Ngachou, et bonjour aux téléspectateurs. Et nous saluons également la présence de Dominique Audrey Oyengelek ce matin. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je joins ma voix aux populations dans la région du Nord là-bas qui ont décidé de dire non ou bien de mettre fin à la misère ambiante dans cette localité-là. Rendez-vous compte que là-bas, dans les établissements scolaires secondaires notamment, les jeunes filles n'ont pas de quoi se protéger pendant la période des menstruations. La situation est tellement grave qu'elles en arrivent même à manquer l'école pendant sensiblement une semaine de peur d'avoir les tenues entachées de sang. Où ça? Nous sommes à Kousseri là-bas, à Tokombéré également, et même ici, à Garoua, la situation est pareille. Dire qu'on n'en vend pas, il n'y a pas de d'entreprise qui vendrait des serviettes là-bas? Il n'y a pas de moyens pour en acquérir. Et aujourd'hui, à côté de ça, il y a le problème d'éducation. Beaucoup de jeunes filles dans cette localité-là n'ont pas la maîtrise nécessaire pour pouvoir compter le cycle menstruel. Conséquence, la plupart se retrouvent enceintes comme ça. Donc, il y a une action à mettre en place. Vous interpellez également
le ministère des Affaires sociales ou bien le ministère de la promotion de la femme et de la famille à voir comment sensibiliser la population aujourd'hui? Oui, et de mon côté, dans la mesure du possible, j'essaye de faire ce que je peux, Ouais. mais également, puisque le ministère a la possibilité de faire plus, justement, des actions sont à mener de ce côté-là. Donc, les Camerounais devraient se mobiliser comme on le fait généralement pour les populations qui sont déplacées de la crise. Pensez également à nos jeunes sœurs de ce côté-là qui ont besoin de calendriers de poche, qui ont besoin de serviettes hygiéniques et celles qui sont réutilisables notamment. Donc, Merci. on se concerte pour le faire. Merci de Monique Audrey, ça fait très peur lorsqu'on vous entend parler comme cela ce matin, mais surtout c'est une interpellation qui vaut son pesant d'or et nous vous remercions véritablement d'y avoir fait un petit trait ce matin et nous saluons notamment ces populations de l'extrême nord du Cameroun. On vous l'a très bien dit que le 29 novembre prochain rentreront dans une marche pacifique pour revendiquer un certain nombre de faits ou de soins ou de manquements autour d'eux parce que eux aussi à l'extrême nord du Cameroun, mais dit peut-être qu'ils sont réveillés enfin. Des marches initiées des hommes à l'extrême nord du Cameroun, Oui, on n'en avait jamais entendu. Hein. Jamais, jamais au grand jamais, et c'est peut-être inattendu, mais de même, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, et c'est à ce moment-là, je vais dire que c'est sur ce terrain, comment je me serais attendu, que le mouvement 11 millions de nordistes fasse... 10 millions. Oui, 10 millions. je sais pas. 10 millions de nordistes soient, parce que vraiment, là-bas, ils ont besoin. Ils ont vraiment besoin d'aide, ils ont besoin de personnes qui vont porter leur voix. Ils en ont besoin. Merci beaucoup Dominique Audrey. Mesdames et messieurs, ils sont un peu plus de 10 000 sur l'étendue du territoire camerounais aujourd'hui. On parle bien des conseils municipaux qui seront dragués pendant 2 semaines, les 2 semaines de la campagne liées aux élections régionales au Cameroun. Il faut tout faire pour les mettre en confiance et faire passer certaines listes qui sont ceux-là qui seront certainement à l'issue de cette campagne retenus comme étant les conseillers régionaux dans les 10 régions du Cameroun. C'est un moment exceptionnel. Parlons de décentralisation aujourd'hui. Pourquoi en sommes-nous là? Comment est-ce que les choses ont été faites? Quand on sait que le RDPC, à lui seul, a pratiquement 35 départements sur les 58 que compte le Cameroun aujourd'hui, finalement, est-ce que le jeu n'est pas biaisé depuis un petit moment? On parle également du professeur Maurice Kamto. Qu'est-ce qui se passe 2 mois après? Est-ce que finalement, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun pourra retrouver sa liberté? Pourquoi l'État du Cameroun, notamment le gouvernement en place, choisit de le maintenir toujours en résidence surveillée? Les femmes ont été violentées le week-end dernier. Elles se sont faites justement entendre en marchant nues et d'aucuns ont taxé de leur sortie d'une pornographie à ciel ouvert que non, la revendication des femmes semble être légitime. Finalement, les voix des femmes peuvent-elles sauver le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Au moment où nous parlons, la présidente des femmes effectivement du mouvement pour la renaissance du Cameroun est toujours maintenue au niveau de la DRPJ à Yaoundé là-bas, toujours sous exploitation, et l'objectif est lequel? Certainement de museler tous les grands cadres du parti, leur empêchant de ne pas avoir un impact sur les élections régionales à venir. Merci de rester des nôtres. On en reparle ce matin. Allez, Dominique Audrey, l'histoire de ce jour, je vous en prie. L'histoire de ce jour est une histoire un peu grave. Grave parce que je ne sais pas comment les téléspectateurs le prendront. La prendront, puisqu'il s'agit d'une histoire. Oui. Qu'est-ce qui se Moi, passe? on vous sert un verre d'eau? On vous sert une tasse de thé? Non, ça n'arrangera Ça pas la va? situation parce que... Vous avez encore l'idée dans l'extrême nord du Cameroun? Non, non. On revient à Douala ou à Yaoundé, Voilà. où vous voulez, dans une ville du Cameroun. C'est une femme qui s'est mariée il y a plusieurs années. Ouais. Et avant son mariage, elle a eu une fille, un enfant qu'elle a eu pendant sa jeunesse, pendant qu'elle était encore sur les bancs. Donc en se mariant, son mari a décidé de la prendre, elle et sa fille. Malheureusement ou bien heureusement, sa sœur, la sœur de la mariée, a eu la possibilité d'aller à l'étranger et elle aussi avait sa fille. Donc elle a laissé sa fille à sa sœur qui allait en mariage. Donc la dame est allée en mariage avec 2 filles. Aujourd'hui, les 2 filles sont âgées de 16 ans. Et dans son mariage, elle a eu des enfants qui ne vivent pas avec elle. Les enfants sont en internat. La dame raconte qu'il y a 1 mois sensiblement, ces 2 filles de 16 ans lui ont dit « Maman, papa a touché nos seins ». Lorsque les enfants le lui disent, elle a essayé de se fâcher. Que non, pourquoi vous dites des choses comme ça? Arrêtez ça. Non, certainement, c'était pas ça, en tout cas. Jusqu'au jour où elle se lève à 3 h du matin et elle se rend compte que son mari n'est pas dans le lit. Elle sort, elle fait le tour de la maison et elle trouve son mari couché dans le lit avec ses filles.
C'est 2 filles. Ces 2 filles. De 16 ans. De 16 ans. Et qu'est-ce qu'il se passe et tout? Le monsieur n'a rien dit et il est sorti comme si de rien n'était. Quand elle a essayé de pester, se fâcher et tout, il lui a dit non, rien ne s'est passé, j'ai simplement touché les seins. Donc moi je pose la question à la dame, mais madame, pourquoi vous n'avez pas enlevé les enfants de la maison pour les envoyer ailleurs? Elle dit j'ai essayé de demander à mon frère de les prendre, mais lui il a dit qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour prendre les 2 filles à sa charge. Elle en a parlé à sa tante, qui lui a dit non, il faut juste menacer ton mari, tu demandes à tes filles de ne rien dire et ça va passer, plus rien ne va se passer. Je demande à la dame jusqu'où est allé votre mari. Peut-être ça va paraître... Mais elle dit que pour sa fille, à elle, son mari a doigté sa fille et il lui a mordu les seins et il a frappé parce qu'elle a crié et il a décidé de ne plus lui payer l'école. Et à sa nièce, il a fait pareil. Il lui a mordu les seins, il lui a appuyé les seins et tellement elle a pleuré, il a tapé, il a dit qu'il ne paye plus l'école. Aujourd'hui, la dame nous dit que elle a envie de rester dans son foyer. Parce que de toute façon, si son mari la met dehors, elle n'aura nulle part où aller. Elle ne fait pas grand-chose et elle est orpheline de mère et de père, donc ses enfants, c'est sa seule famille. Comment on gère ce genre de situation? Comment on gère, effectivement? Parce que là, à vous entendre la raconter l'histoire, on est dans un état tout à fait particulier. Oui. Comment un parent peut-il avoir de l'aversion pour ses filles? Comment un parent peut procéder aux attouchements sur ses filles de 16 ans? Qu'est-ce qui peut expliquer de pareils faits aujourd'hui? Peut-être on vous laissera aussi l'occasion, madame, monsieur, de nous laisser vos points de vue, comme c'est le cas, sur les plateformes bien connues. Equinox TV, pour ceux qui nous regardent en live. Merci également d'y envoyer tant de cœur, afin que ce ne soit pas signalé. Merci également, on attendra vos réactions. Et au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, on va vous le lire tout à l'heure. C'est un fait quand même assez... c'est bizarre, Karine Santia. Comment vous l'appréciez ce matin, vous aussi? Moi, cette femme-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Calmez-vous. Non, cette femme-là, je ne sais pas trop ce qu'elle a dans la tête. Mais je pense qu'elle commence à être dérangée, en fait. Elle commence à être dérangée? Il n'y a pas d'explication. Maintenant, elle commence déjà à trouver des situations atténuantes à quelqu'un qui est passible d'être un violeur, en fait. Parce que peut-être que les enfants ne lui ont pas tout dit. Peut-être qu'il a déjà fait ça à d'autres enfants, aux enfants des autres. Mais là, elle trouve des situations atténuantes. Il a dit qu'il ne paye plus l'école. Elle ne sait pas comment Macquarie. Ces garçons vont regarder. Macquarie. Excusez-moi, je lui ai demandé pourquoi est-ce que vous ne portez pas plainte ou bien que vous n'envoyez pas votre mari en prison. Elle dit qu'elle ne sait pas comment ses enfants, à elle et à lui, vont le regarder étant entendu que c'est leur père. Et non. Parce qu'elle va faire des filles, elle aussi. Hein. Qui ça? Elle va faire des filles aussi. Si elle se dit que c'est quand même parce que c'est l'enfant qu'elle a eu avant le mariage, ou bien c'est l'enfant de sa sœur, eux deux vont faire les filles. Ou un jour il va se trouver attiré par son fils. Qu'elle arrête de protéger. On ne protège pas les criminels, même quand c'est dans votre famille. Parce que ce qu'il fait aux autres, il le fera sur vous-même. Aujourd'hui, elle lui trouve des situations atténuantes, genre, il a dit qu'il ne va plus lui payer l'école aux enfants, il a dit qu'il a seulement touché les seins. Donc pendant qu'il dit qu'il a seulement touché les seins, elle reste, elle écoute. Elle est quand même très calme et tout. Elle n'a pas de problème. Les filles ont quand même déjà 16 ans. Elles peuvent quand même connaître l'homme. Ça peut être n'importe qui. C'est sûr qu'elle racontait du mensonge. Je suis désolée, mais je l'aide à avoir des faux arguments. Parce qu'elle veut trouver une situation atténuante pour s'éclipser de ses responsabilités. Des circonstances atténuantes parce qu'elle est une paresseuse. Non mais attendez, c'est pas paresse, mais... Elle est paresseuse. Elle défend son mari. Elle est paresseuse. Laissez-moi expliquer. Elle est paresseuse. Oui. Elle a là 2 filles qui vont être détruites parce qu'elle veut garder un foyer qui n'est même pas le sien. Elle y fait quoi? Des enfants. Qu'est-ce qu'elle y fait? C'est 2 filles, hein, de 16 ans chacune. Qu'est-ce qu'elles vont devenir demain? Parce que si il arrive à abuser vraiment sexuellement de ses enfants, on ne sait pas si elles vont fuguer, ou elles vont abandonner la maison, ou elles vont arrêter les études, ou elles vont devenir des prostituées, ou quoi que ce soit. On a soulevé un jour le problème d'une fille qui est devenue prostituée juste parce que le mari de sa tante avait abusé d'elle. Vous pensez que ça commence comment? Il ne faut pas trouver des situations atténuantes aux violeurs ou aux potentiels violeurs. Il ne faut
faut les exposer. Parce qu'à un moment, plus vous commencez, vous le protégez, plus ils sont puissants. Plus vous pensez qu'il a le droit de faire ce qu'il fait, ils se sentent puissants. Vous lui donnez du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire justement pour peut-être l'amener à prendre conscience, l'amener à changer et à sortir de cette façon de faire là? Elle n'a pas besoin de faire changer cet homme. Elle n'a même pas besoin de rester avec lui dans la même maison. Elle n'a pas besoin. Il y a des personnes avec lesquelles on ne négocie pas. On ne négocie pas avec un violeur. Je suis désolée, mais on ne négocie pas avec un violeur. Si vous parlez des violences et autres, il frappe sa femme et tout, on peut négocier. Mais là, on ne négocie pas avec un violeur. C'est sur les enfants qu'il fait ça. Il a une femme. Il dort avec une femme dans le lit. Elle n'est pas assez bonne pour lui. Merci, Philippe. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? C'est quoi son problème? Et elle reste... je vais chuter. Il faudra quand même que je chute. Il faudra que je chute. Parce que je ne vais pas tomber. Mais moi, je vais dire à cette femme que c'est justement parce qu'elle est paresseuse et qu'elle s'assoit, elle attend que quelqu'un d'autre remplisse sa cuillère, qu'elle pense qu'elle ne peut rien faire sans cet homme-là. Très bien. Parce qu'à sa place, j'aurais démissionné de cette maison. Donc j'aurais pris mes bagages, mes enfants, je laisse les siens et je m'en vais. Dominique Audrey, elle dit qu'elle ne sait pas où partir si jamais elle prenait pareille décision et il faudrait forcément qu'elle trouve une solution à la situation. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Est-ce qu'elle va attendre d'avoir je ne sais pas combien pour pouvoir le aller vrai trouver un local pour vivre avec ses enfants? Michel Gachou, c'est pour ça qu'on dit tous les jours ici que les femmes doivent se prendre en main. Se prendre en main ne veut pas dire qu'on va mettre les hommes de côté. Mais c'est pouvoir s'assumer si jamais au grand jamais ces hommes-là ne sont pas là. Voilà une femme donc qui malheureusement a tout misé sur son mariage. Elle s'est construite là-dedans. Elle a tout son monde tourne autour de cet homme-là. Conséquence, vous avez un homme qui est prêt à gâter votre enfant et vous dites que vous n'avez pas envie de quitter votre foyer. Aujourd'hui, je ne vais pas dire ce que je pense au fond, parce que si c'était mon enfant, ce que j'aurais fait à cet homme-là, ce que je lui aurais fait, simplement pour avoir mis son doigt. Non, écoutez, on va rester dans la raison. Oui, c'est pour ça que j'ai pas fini ma phrase. On va se dépouiller des émotions. Mais non, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous n'êtes pas l'enfant, non? Oui, il faut aider cet homme quand même d'abord à sortir de cette pathologie. Aujourd'hui, ce sont les filles. Demain, il peut faire ça à ses garçons. Si ce sont ces garçons qu'il finit par... avoir des attouchements. Oui, il peut aller plus loin avec ces garçons. On a raconté l'histoire d'un garçon ici qui avait déjà vécu ce genre de choses et qui a fini par être dérangé dans sa tête pour avoir subi ce genre de choses. Et le genre de tante qu'on a, vous voyez, le problème avec les familles, après quand je vais dire que vraiment il faudrait que chacun vive de son côté, vous avez une tante à qui vous dites que voilà ce que les filles ont subi, elle vous dit demandez à vos filles de rester tranquilles, menacez votre mari. Parce que le mariage on supporte. Qu'est-ce qu'on supporte dans le mariage? Qu'est-ce qu'on supporte dans le mariage? Les conséquences psychologiques de ce que ces filles sont en train de subir ne pourront pas se voir maintenant. Mais après, ce sont des femmes qui seront frigides. Frigides. Elles ne pourront plus être des femmes épanouies dans leur foyer. Voilà des filles qui ne vont même plus à l'école simplement parce qu'elles ont refusé d'obtempérer, de se donner à leur père. La question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est est-ce que lorsqu'on est mère d'une fille, on devrait amener notre fille dans notre mariage? Est-ce qu'on doit? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Non, n'amenez plus vos enfants quand vous allez en mariage. Vraiment, n'amenez pas. Si vous avez fait une fille et que vous vous mettez avec un homme, laissez votre fille chez votre famille. Et maintenant, pourquoi ne pas dire à la mère de l'enfant que, comme tu es à Mbeng, là, sache que voilà ce que ta fille est en train de subir ici. Pourquoi elle ne veut pas porter plainte à cet homme? Parce qu'elle a peur de ce que ses enfants vont dire. Et que diront vos enfants lorsque vous allez leur raconter que, en fait, votre père a violé vos deux grandes sœurs. Et je n'ai rien fait parce que j'avais peur que vous vous fâchiez, parce que c'était votre père. Cet homme, c'est un sorcier. Sous d'autres cieux, d'autres femmes, il aurait vu son engin coupé. Voilà. D'accord. Oui. Vous voulez me couper, non? Et c'est bizarre qu'aujourd'hui, vous ne trouviez rien à dire. Non, mais attendez, c'est pas moi le problème. Oui, j'attends, monsieur. Je vous dis simplement que l'histoire est énervante. Simplement.
C'est inacceptable. Qu'elle porte plainte, C'est qu'elle se inacceptable. rapproche des affaires, Mais des non, affaires mais non, sociales. c'est pas Mais lui qui de a toute posé façon, problème. qu'elle parte de cette maison. Effectivement. Oui, vous avez faim, mais il y a des gens qui ont été dans des situations pires que vous et qui ont pu s'en sortir. Vous partez de là, ce n'est pas négociable. Vous parlez des situations pires. Charles Amem Bachou, effectivement, il y a des situations qui sont pires que celle-là. Il y a des histoires pires que celle-là aujourd'hui. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire à un moment donné que parfois des familles peuvent vivre des choses compliquées? C'est parce que des femmes, d'accord, on dit qu'elles encaissent, elles sont l'éponge, c'est elles qui devraient encaisser et calmer le jeu. Parfois, est-ce que ce n'est pas le silence des femmes qui est même le problème fondamental qui décime certaines familles aujourd'hui? Alors, monsieur Michel Ngacho, je ne vois pas de drame dans cette histoire. Ah bon? Je ne vois pas de drame. Comment ça? Permettez-moi de m'expliquer, monsieur Michel. Quand vous écoutez l'histoire, vous vous rendez compte que l'occidentalisation l'occidentalisation dont on croit qu'il fait plus de bien, fait un mal terrible. Ça me conforte encore dans ma position de plus que Bantou, monsieur Michel Ngacho. Premier point. Comment est-ce que la première noce a été consommée de cette fille? Dans quelles conditions cette fille est née? Comment est-ce qu'elle a grandi? Comment est-ce qu'elle a vécu avec sa mère jusqu'à ce qu'elle rencontre cet homme? Lorsqu'il a décidé d'épouser cette femme qui avait déjà une fille, quelles ont été les bases sur lesquelles ils ont défini, je pèse mes mots, défini la nouvelle vie de cette fille? Quel a été le rôle? Parce que lorsque vous venez prendre une femme qui a une fille, il y a une assise avec le père de l'enfant. Tu as vécu avec elle, tu n'as pas pu l'épouser, tu n'as pas pu, aujourd'hui je prends la fille. Voilà. Mais il t'est réservé ci, il t'est réservé ça, il t'est réservé cette possibilité de pouvoir récupérer ton enfant. Je vous explique ce qui se passe. Concrètement. Une femme qui a un enfant, qui a déjà une vie, elle a un enfant. Lorsque vous venez la doter, la famille s'arrange pour que le processus de récupération de l'enfant avec sa mère, on ne prend pas comme ça. C'est pas un colis, monsieur Michel Ngacho. Ah, d'accord. Vous vivez avec une fille, vous faites des enfants, vous vous séparez, vous vous remariez. Lorsque vous allez prendre une autre femme, vous devez justifier du statut de cet enfant qui va rentrer chez vous par rapport à la nouvelle femme. Est-ce que ça a été fait? Première question. Deuxième question, celle qui part en Europe, dans quelles conditions abandonne-t-elle son enfant? Est-elle seulement venue voir sa soeur? Ok, je suis en train de partir, je te laisse, mon enfant, je m'en vais. Il y a encore un autre procédé au niveau de la famille où on s'assied avant de vous remettre l'enfant. Parce que lorsqu'elle part, elle vous confie, l'enfant, il y a un ensemble de responsabilités. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Troisième point, monsieur Michel Ngacho. Lorsqu'on se retrouve, la femme dont on se retrouve à vivre cette situation, la première chose qu'elle fait, elle commence par convoquer les membres de sa famille. Ce qu'elle n'a pas fait, cette dame. Elle convoque les membres de sa famille. Elle cause sa famille à elle, la famille de son mari. À elle, pas la famille de son mari, à elle. Oui. Comme vous voyez, les colis avec lesquels je suis parti en mariage chez, c'est en train de poser, je parle trivialement encore, ne prends pas au premier degré, c'est en train de poser un sérieux problème. Ces enfants, vous pensez qu'on peut gérer comment? Parce que j'ai l'impression que ce monsieur ne les prend pas pour père, comme un père vis-à-vis de ses fils ou de ses filles. Elle pose le problème à sa famille. Lorsque sa famille émet des avis comme celle de sa tante, mais je parle de famille dans le sens large, lorsque la famille émet ce type d'avis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle convoque le père des enfants. Le père des enfants. Elle appelle le père. Les géniteurs. Elle appelle les géniteurs en disant: je me trouve dans une situation où je ne peux pas conserver vos enfants. Ou je ne peux plus conserver ta fille parce que ou sinon, je te prie de passer très souvent venir regarder ta fille à la maison. La présence du père chez ce monsieur qui viendra dire: je viens regarder ma fille, qui viendra sortir sa fille, elle va jouer un atout assez important. Mais est-ce que ça résout le problème? Monsieur Michel Ngacho, ça va résoudre, monsieur Michel. Est-ce que la pathologie dans laquelle justement le monsieur, la présence du père qui viendra voir sa fille, ça peut dissuader? Ça va, et non pas dissuader, parce que la fille va se confier
à son père. Mais et si le mari est malade, qu'est-ce qu'on fait, Charles, même Monsieur Et Michel c'est que Gachou, le vous propre me coupez. Non, parce que vous me coupez parce que vous voulez arriver. C'est ça. Les occidentalisés, vous aimez sauter les étapes. Vous aimez sauter les étapes. Ne sautons pas les étapes. Lorsqu'ils se rendent compte que Annie avait le père, parce que là, il va dire deux pères. Les deux pères trouveront des mesures assez idoines pour gérer la situation. Si il y a un échec, est-ce que les filles auront le courage de Monsieur dire à Michel, leur père que leur Monsieur papa Michel, adoptif a eu des attouchements? Monsieur Michel Gachou, Je veux savoir. lorsqu'il y a donc échec au niveau des parents, des pères de deux filles, parce que ce n'est pas les enfants de ce monsieur. Oui. Et la procédure, comme Babok dit, pour transformer, pour faire de l'enfant votre enfant, n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous faites dans la réunion et vous prenez le procès verbal du conseil de famille. C'est le procès verbal du conseil de famille que vous allez faire qui fait foi. Vous le transportez là, vous allez dans un service social, vous portez plainte, vous allez dans un commissariat, vous portez plainte, et je crois que la suite, monsieur Michel Gachou, va être celle qu'on connaît, il sera interpellé. Sauf qu'elle a des peurs. Elle a des peurs. Est-ce que ces peurs sont justifiées? Certainement, cet homme, et quand on voit le rituel que le gars fait, le rituel qu'il est en train de poser, il n'est pas pervers, il appartient à un cercle tout simplement ésotérique. Il appartient à un cercle ésotérique, parce que ça c'est des principes des cercles ésotériques. Donc je crois, il va en phase, il ne faudrait pas que ça arrive à un certain niveau, et c'est là où nous condamnons fermement, et je suis par là, je condamne fermement, et les Bantous, je vous ai dit ce type d'acte posé chez les Bantous, on procède à la castration, on ne discute même pas, on le prélève de cet organe parce qu'il ne lui sert à rien. Mais seulement, comme nous sommes dans cette situation, il faudrait qu'elle respecte. Très bien. Vraiment, là on vous a très bien compris, même si on estime que ce matin quand même, malgré la condamnation, moi j'ai un problème, c'est qu'il faudrait certainement soit sortir l'homme du cercle évoqué ici ce matin, ou si ce dernier est malade, comment le soigner, Mbongo Bengan Kandji? Comment sauver l'homme? Comment sauver l'homme? Comment sauver la famille et comment sauver ses filles, Mbongo Bengan? La civilisation occidentale n'a pas encore trouvé de remède pour soigner ce genre de malade. 1969 jusqu'en 1981, lorsque Mitterrand prend le pouvoir en France, les homosexuels étaient traités dans les centres psychiatriques. Aujourd'hui, on pense que c'est comme ça l'humanité, il faut. Alors qu'on les disait c'était des maladies, voilà comment l'Afrique les traitait. Et on vous a dit, ah oui, mais l'homosexualité est même d'origine africaine. Non, non et non. C'est-à-dire que depuis que l'humanité existe, il y a ce qu'on appelle les dérives. Le professeur Mendoza parlait de déviance. Dans notre culture, qui est universelle, je parle de la culture africaine, on vous dit qu'il faut découvrir l'unité profonde. Donc, on ne dissocie pas la science de la psychanalyse. C'est vrai. Oui, voilà, mais en Europe, on l'a dissocié. À un moment donné, on vous disait que Freud ne vaut rien et tout. C'est ça que Charles Hamel essaie de vous prouver. Ce mal-là existe, nous avons vécu ça. Pour reprendre vos propos de gens d'aujourd'hui, quel est le paradigme de l'opération mentale qui coordonne la rationalité humaine? Ça veut dire que les actes qu'on voit là, ce ne sont pas rationnels. C'est pour ça qu'on condamne. Quand on parle du contrat social, vous lisez seulement des cartes. Qu'est-ce que veut dire contrat social? Ça veut dire qu'il y a des comportements déviants. Ça, c'est un comportement déviant. On résout ça de quelle manière? D'abord, là est toute la question. Oui, d'abord, l'enfant qui naît d'une maman qui n'est pas encore en mariage, on attend un moment pour que le père de l'enfant vienne prendre, ou la famille du père de l'enfant vienne prendre l'enfant. S'il ne le fait pas, cet enfant devient l'enfant de son grand-père, donc du père de sa mère. Même si le père est mort, parce qu'il y a eu des situations où la guerre a fait ceci, les maladies, mais la fille est morte. Quand l'enfant va décliner son identité, c'est son grand-père qui devient son père. Voilà. Première chose. Maintenant, quand cette femme va donc en mariage et qu'on décide que c'est un gars bonhomme, on peut lui donner cet enfant. Il dote et la fille et l'enfant. À ce moment-là, l'enfant qui va dans sa famille, il y a un rituel qui fait que cet enfant devient son enfant.
Maintenant, avec ce comportement déviant, donc. Là, vous résolvez la question du mariage. Oui, mais justement, c'est pour en arriver, c'est ce que Charles Ahmed disait. C'est ce que j'ai expliqué. Maintenant, quand on en arrive, il y en a deux. Ouais. Cet enfant est malade, ce type est malade. Justement, c'est la famille de la femme qui se plaint le premier, puisque c'est la fille qui a dit à sa mère, papa procède à. Papa procède à. Papa. Sa famille doit donc savoir que, mais l'histoire là, c'est comment? Voilà. Quand on vient, la famille de l'homme ne veut pas, on prend cet homme, on le castre. C'est tout. Il n'aura plus jamais de relations sexuelles de sa vie. Qui le caste? Mais la société, nous avons des experts. Même aujourd'hui, si vous voulez qu'on cache quelqu'un, amenez. Mais justement, c'est pour ça qu'on vous dit, quand on parle de l'occidentalisation, ça entre dans votre corpus de loi. Voilà. Le code civil camerounais, le code pénal camerounais, permettez l'expression, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Les lois dans nos pays ne régulent pas les rapports sociaux. Ça ne résout rien. Donc ce type, on le casse. C'est un parapluie social. Bon, non, rien du tout. Doit s'en écarter. Mais je vous dis rien. On doit s'en écarter d'ailleurs. Hein. Pour ce cas, cet homme doit être castré et orienté vers les activités paramilitaires. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est comme ça que c'est fait. La prison, il aura 10 ans, il ressort, il va poser les mêmes dégâts. On le castre, on l'oriente vers les activités paramilitaires. Il devient un vigile quelque part, ou je ne sais pas moi, directeur de protocole du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, ou des choses comme ça. Vous voulez nous faire savoir que tous ceux qui sont autour sont des castrés? Non, c'est justement, je veux donc ceux qui sont autour de... Je veux que Galat et Toga et Betty Assomon aient des gens castrés. Ouais. Comme directeur de protocole de cabinet. D'accord. À ce moment-là, les dossiers passeront même bien. Il n'y aura plus de tribalisme ici. On sort de ce sujet. Je voudrais dire aux téléspectateurs que nous, sur le plateau, notre rôle est en même temps d'apporter des éclaircies, des éclaircies par rapport au problème et des éclairages afin que celles qui vivent dans cette situation ne tombent pas dans ce type de piège. Très bien. Tant que vous n'avez pas... Vous voyez, dans le corpus, comme le disait Bonbon, des lois, on a le statut de l'enfant. À Genet Banto, l'enfant que vous avez fait a son statut. Tant que vous ne le définissez pas, vous êtes en train d'aller servir la proie. On n'est pas en train, je n'ai en aucun moment, ceux qui m'ont suivi, légalisé ou légitimé l'acte posé. Je me suis inscrit encore en fond en disant, elle n'a pas respecté le processus. Et vous avez vu, Bonbon dans sa clôture a dit, la famille de la femme ne s'est pas impliquée. La famille de l'homme, fut-il mort, tout le monde n'est pas mort dans la famille du père de ses enfants. Voilà. Donc on interpelle ces différentes personnes pour réagir. Et je suis sûr. On vous a compris, cher ami. On vous a compris justement sur la question. Vous condamnez l'acte, mais vous estimez qu'il faut justement encadrer, n'est-ce pas, chaque enfant avec les règles. Je ne l'ai pas dit seul avec Bonbon. Ah oui, on est tous d'accord, on est unanime. En tout cas, tout à l'heure, on va lire nos téléspectateurs et on prendra les nombreuses réactions, madame, monsieur. Mais avant, restez les nôtres. Voici la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la distribution des cartes d'électeurs dans ce pays. Telle est la question qu'on est appelé à se poser chaque fois qu'on vient convoquer, à appeler les gens d'aller retirer leurs cartes d'électeurs. Quel est le mode de distribution des cartes d'électeurs dans ce pays? Comment comprendre que malgré les avancées que le gouvernement et le CAM disent notoires, le non-vote lié au problème des cartes d'électeurs continue de miner sérieusement le processus électoral dans ce pays? Comment comprendre que la distribution des cartes d'électeurs continue de se poursuivre malgré les interpellations de la société civile dans la plus grande confusion? Comment comprendre que pour entrer en possession de sa carte, cela se fasse soit par un véritable parcours de combattant, soit par personne interposée? Lorsque vous vous rendez dans les antennes communales,
vous êtes accueillis par deux choses. Soit un désordre indescriptible, une cacophonie ambiante, ou encore un mépris machiavélique. Les gens de l'ECAM sont débordés, les cartes d'électeurs sont rangées dans des enveloppes à la disposition de tous, ou bien simplement posées en vrac sur les tables, on vous demande de fouiller. Comment comprendre qu'au Cameroun, la distribution des cartes électorales se poursuit jusqu'au jour du vote, donnant ainsi la possibilité des trucages de toute nature? Pourtant, l'article 65, alinéa 3 de la loi électorale, dispose que les cartes électorales sont déposées à la sous-préfecture et distribuées dans les 15 jours qui précèdent le scrutin. L'article 66 de la loi suscitée attribue à la commission compétente le contrôle de la distribution des cartes électorales. Savez-vous que le délai de 15 jours, durant lesquels se fait la distribution des cartes, est très bref et ne permet pas à tous les citoyens de rentrer en possession de leur carte d'électeur? Savez-vous que dans certaines antennes ou chefferies, les cartes sont généralement confiées à des bénévoles qui ne maîtrisent pratiquement pas la loi électorale? Savez-vous que les cartes sont parfois retirées le plus souvent sur simple déclaration verbale, sans aucune vérification préalable? Il est un fait indéniable, c'est que la mauvaise organisation du travail de distribution effectuée par ces agents facilite ainsi le retrait des cartes d'électeurs par des personnes autres que les véritables titulaires. Surtout quand on sait que l'on peut voter uniquement sur présentation de la carte d'électeur du moment où le nom figure sur la liste du bureau de vote considéré. Comment comprendre cette façon presque sauvage de distribution anarchique des cartes qui vient également du non-respect de l'article 66, alinéa 1 et 3 de la loi électorale? Savez-vous que non seulement les retraits des cartes ne se font plus individuellement, mais l'on assiste à des retraits en masse par les responsables de certains partis politiques? On retrouve ainsi les cartes dans les chefferies, chez les élites et j'en passe. Était-ce dans la normalité? Point d'interrogation. La conséquence inévitable est un manque de civisme et de rigueur, un laxisme dans la distribution des cartes, caractérisé par des délivrances multiples et frauduleuses. Comment comprendre ces constats alambiqués? Au niveau des sous-préfets, des tripatouillages ou des déformations des noms, ou des informations sur les cartes qui les ont rendues inutilisables. Savez-vous qu'il arrive parfois que des lots de cartes confectionnés pour un quartier ou un village soient de manière tactique envoyés dans un autre quartier ou un autre village? On a vu des documents qui étaient réservés dans une certaine zone de Bépanda se retrouver très très loin de Bépanda. Parfois aussi, les citoyens ne sont pas informés, d'une part, du calendrier de distribution des cartes et ne se présentent pas pour le retrait à la date prévue. D'autre part, ils constatent ahuris que les autorités administratives éliminent volontairement leur nom de liste électorale pour les compléter, mieux les empêcher de vérifier que leur nom figure sur les dites listes. Comment comprendre qu'à un certain niveau, lorsque vous rentrez dans le site, vous frappez, le nom apparaît tel que prévu, mais vous descendez, vous ne trouvez pas. Ces différentes fautes sur le nom, parfois le prénom, la date de naissance, parfois le jour de naissance et peut-être l'année de naissance. C'est encore des requêtes et à ce jour, on a les mêmes problèmes. Non seulement la distribution, elle pose problème, mais lorsqu'il y a distribution, c'est des erreurs. Et les cas étaient aux États-Unis. Ils ont vu le système américain, ils sont rentrés, mais étrangement, motus bouche cousu, on ne parle pas. La colère de Charles Hamel, la colère exprimée ce matin, et on vous entend très bien, Charles Hamel, colère exprimée. Et bien la chute en même temps nous interpelle. Hein. Voilà. Ils étaient là, la délégation de l'ECAM qui s'est rendue aux États-Unis pour vivre le déroulement des élections là-bas. Ils sont rentrés, certainement, on n'a pas encore la bonne information s'ils sont là au Cameroun ou pas. Ils vont nous dire comment est-ce que ça s'est passé là-bas, qu'est-ce qu'ils ont pu voir pour nous les Camerounais et qu'est-ce qu'ils en ont tiré comme leçon. En tout cas, la question des cartes d'électeurs au Cameroun continue encore de se poser. La redistribution, qui doit véritablement les distribuer? Comment expliquer qu'aujourd'hui, avec toutes les élections qu'on connaît, qu'on soit toujours dans des tractations multiformes avec le retrait de sa carte d'électeur? Sujet assez important ce matin, on en parle, mais surtout on apprécie cela avec vous, mon Bengan Kandji. Le Cameroun est-il en mal de sa gestion de l'élection au Cameroun et qui se traduit même d'ailleurs à travers l'octroi de la carte qui fait toujours problème pour les électeurs? C'est quand même compliqué que
les choses qui se sont passées en 1951, 1952 soient encore reproduites aujourd'hui En 2020. en 2020 et on dit qu'on évolue. C'est triste quand même. Hein. Et l'autre chose triste, quand Charles Hamel nous rappelle, Adélé Kamson allait observer les élections aux États-Unis, j'ai envie de dire pour faire quoi. Donc, un aîné me disait encore ce matin que nous sommes à deux siècles de retard des États-Unis. C'est pour faire quoi? On parle des inscriptions et les cartes. Je me limite à ce niveau-là. Je ne parle vraiment pas du reste. Aux États-Unis, quand vous avez l'âge électoral, vous soyez inscrit ou pas, vous pouvez voter. Que vous soyez inscrit ou pas. Oui, vous allez voter. Le jour des élections, vous votez. Mais quand vous votez une fois. C'est-à-dire que même si vous voulez deux deuxième fois, ça se bloque. Automatique. Puisque le fichier américain connaît tous les Américains. Même ceux qui sont allés par green card. Vous êtes là. Dès lors que vous avez un passeport américain ou une carte d'identité, c'est comme ça qu'ils sont. Vous votez avec une pièce d'identité américaine. Carte d'identité ou passeport. Quand vous votez, si c'est par correspondance, parce que vous travaillez, je ne sais pas moi, dans les plateformes là-bas, vous votez là-bas, vous ne pouvez plus revoter. Donc ce n'est pas possible. Le système est tellement filtré que vous ne pouvez pas, on ne peut pas voter deux fois aux États-Unis. Ici, chez nous, il suffit d'utiliser la canne à sucre. Bon, vous sucez la canne, vous pressez les puces de canne à sucre, vous effacez, vous votez. Ça déjà. Vous ne pouvez pas. La carte, donc c'est pour ça que j'ai voulu lier les deux, et l'inscription et la carte. Vous n'allez jamais entendre que quand il est allé voter, il a présenté sa carte d'identité, il a présenté sa carte d'électeur. Donc le fichier déjà, pour vous, le nombre américain, et il dirige pour 50 États. Nous n'avons que 58 départements, 10 régions. On n'arrive même pas à couvrir 10 régions. Nous avons 25 400 bureaux de vote dans tout le pays. On n'arrive pas à contrôler, même ici dans le Goury. On n'arrive pas à contrôler parce qu'on manque les moyens, parce qu'on manque la ressource humaine, ou c'est une volonté bien pensée la volonté, de dire aux uns aux autres qu'on ne peut pas le faire. Le texte de Oumniobé du 17 décembre 52 aux Nations Unies, il a dit comment le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits. On retrouve encore la même chose aujourd'hui. Donc c'est à vous de voir. Donc vous comprenez si que c'est une machinerie justement. Donc voilà, donc on est tellement touffu. Je vous dirais, lisez le texte de le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. Vous voulez voir ça aux États-Unis où il est quand même allé donc vous apprendre quoi là-bas. Bon, si c'est pour dire aux Américains que non gars, nous on veut rendre le fichier approximativement comme vous, faire nous la biométrie. J'allais même dire, bon, comme ça coûte cher, après on va vous parler pour les ordinateurs PB, c'était 75 milliards, peut-être là ce sera 120 milliards. Bon, qu'il nous amène au moins au bulletin unique, de telle manière que nous sommes 5 candidats. Tu viens, tu coches un bateau, tu coches bon, tu ne peux pas cocher, de telle manière que bon, mes partisans qui sont là, montre-moi la carte de Charles Hamel, je te donne 2000. Bon, je ne pourrai pas, donc les électeurs ne pourront pas. Ça au moins, peut-être, ils peuvent demander ça aux partenaires américains. Comment faire pression pour que le gouvernement... puisque les autres choses sur le plan informatique... Les politiques camerounais, si vous voulez, les hommes politiques camerounais, notamment le SDF, pendant pratiquement toute la décennie 90 jusqu'en 2010 même d'ailleurs, n'a fait que ça. Revenir au bulletin unique, revoir justement les conditions de vote au Cameroun, revenir aux urnes transparentes et tout. Mais c'est pas aujourd'hui, c'est surprenant. Mais non, lorsqu'on parvient toujours, on vous dit, pour que vous puissiez voter, il vous faut avoir une carte d'électeur. Vous avez fait une proposition tout à l'heure. Pourquoi ne pas arranger le système de façon à ce que chaque Camerounais avec une carte nationale d'identité soit capable de voter? Qu'est-ce qui peut faire problème à ce niveau? 2 personnes ont même fait la proposition, ils ont refusé. Joseph Désiré Diop, le footballeur, oui. Il était venu avec un système informatique, certains informaticiens pour leur dire comment on n'est même pas obligé d'avoir les scrutateurs dans le bureau de vote. Je pense qu'il avait été accès au MINAT et on l'a envoyé être à l'époque.
monsieur Amadou Vamoulke, qui était directeur général de la CRTV, il a accueilli, on a montré comment, après plus rien. Donc c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que le SDF, il a fallu que le SDF défile avec les urnes transparentes pour qu'on concerne. Et parce que c'était un défilé du 20 mai. Il y avait le représentant du PNUD qui coordonne le système des Nations Unies au Cameroun, était obligé de dire au président de la République le soir que non, mais Excellence, avec ce qu'on a vu là, nous on peut vous donner, si c'est que le bureau. Il a dit, bon, apportez, il en a pris. Et à ce moment, donc, on verrouille le reste. Parce que sur la carte Télécom, il y a le code barre. Le code barre veut dire que vous avez, dès que vous êtes enregistré, avec empreinte, personne ne peut voter avec votre carte. Si ce n'est vous. Oh ben non, on ne va pas revenir là-dessus. Mais attendez, on a vécu, on sait tout ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles. Mais ils ne veulent donc pas. C'est pour vous dire que le Cameroun ne veut pas. On veut rester dans ce système archaïque de 51-52. Ouais. On ne veut pas. Et après, on vous dit, on a évolué, puisque même ici à Douala, on ne parvient pas à sécuriser l'administration. Pourquoi là-bas, c'est l'administration publique qui contrôle l'élection? Au point où Donald Trump envoie les requêtes, on lui dit irrécevable. Et après, on dit non, vous n'avez pas vos preuves là, ne matérialise pas qu'il y a eu. Lui qui est président en exercice. On lui dit, monsieur le président, irrécevable. Vous pouvez imaginer ça à Yaoundé? Vous faites ça comment? Voilà, donc, ou bien même le... Est-ce que Dominique Collet, ça rejoint justement l'assertion selon laquelle certains pensent qu'on ne saurait organiser les élections et les perdre au Cameroun? On ne peut pas organiser ses propres élections au Cameroun et puis on les perd. Et la question de la carte n'est même pas un problème pour beaucoup, on peut le dire. La carte d'électeur. Sauf que la carte d'électeur biométrique, si je ne me trompe, elle est déjà passée à ce niveau, est un échec. Mais que ce soit biométrique ou pas, ça veut dire qu'elle n'est pas encore biométrique. Non, elle est quand même n'est pas encore biométrique. Il y a les petites cartes bleues là qui font office maintenant de carte même d'identité. Oui. Parce que lorsque quelqu'un n'a pas ça et qui sort ça, généralement on les laisse circuler. Vous avez ça? Non. Voilà. Non, malheureusement. Ou bien ce n'est pas encore sorti. Ne veut pas ce dossier en même temps. Ne veut pas ce dossier parce que on risquerait de dire qu'on dit que ce qui ne marche pas l'Equinox. Évoluons. Alors que tout le monde voit que ça ne marche pas. Pourtant, on nous a annoncé que non, la carte d'électeur, en plus d'être biométrique, pourrait faire office de carte d'identité parce qu'elle a votre photographie, elle a votre lieu de localisation et votre lieu de vote. Sauf que lors des enregistrements, on a vu massivement des gens s'inscrire. Au sortir de là, il y a eu énormément de peine à avoir, à acquérir ces cartes-là. À des endroits, même vous avez retrouvé des gens qui avaient des noms inscrits à plusieurs endroits. Comment l'expliquer? Est-ce que biométrie ne veut pas par hasard dire qu'on avait intégré tout ça dans un fichier et qu'il y avait un serveur central qui collectait des informations? Si c'est le cas, comment comprendre donc qu'à plusieurs endroits, on avait des gens qui pouvaient retirer des cartes plusieurs fois? Donc il y a eu un problème d'organisation ou bien il y a un problème d'organisation à ce niveau-là qu'il faut impérativement résoudre. Sinon, le problème des élections se posera toujours. Combien de personnes n'ont pas pu rentrer en possession même de leur carte parce que depuis, ce n'est pas sorti? C'est problématique. Combien de personnes n'ont pas eu leur nom exact sur la carte? Ça veut dire que si votre nom n'est pas exact et qu'il bouge même d'une virgule, simplement un point ajouté devant votre prénom, ce n'est plus vous. Il faut tout recommencer à zéro. Donc, les cartes d'électeurs, vraiment, c'est encore une masse à faire. Comment est-ce qu'on peut renverser la vapeur de votre point de vue, Carrie Sontia? Il faut déjà décrisper l'atmosphère politique. En faisant quoi? Arrêter, il faut déjà que le président de la République ne soit plus celui qui nomme les acteurs les membres en charge de l'organisation des élections au Cameroun, qu'Aïlé Kami soit des personnes indépendantes qui sont choisies par les partis politiques en lice pour les élections. Là, ça permettra d'avoir une certaine légitimité et un éclairci par rapport aux différents acteurs qui contribuent à l'organisation des élections au Cameroun, et que même le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'administration territoriale ne soit plus celui-là qui, sur le terrain, a ses sous-préfets qui sont comme des chargés de mission électorale, c'est-à-dire que les gens peuvent arriver dans un bureau de vote et décider qu'on arrête les votes alors que les gens sont encore à l'extérieur, ils attendent de voter par exemple. Il faut dire que les questions de la distribution des cartes d'électeurs est très importante pour un système électoral et surtout lorsqu'on parle de démocratie. Parce que le fait que vous n'ayez pas votre carte d'électeur
est une occasion pour un abstentionnisme involontaire. Vous aurez bien voulu participer à l'élection, mais comme vous n'avez pas de carte, vous n'allez pas participer à l'élection. Il y a un autre cas qui fait que, on peut dire que c'est peut-être parfois volontaire en fonction des membres, des personnes qui organisent les élections, ou alors que c'est involontaire, mais toujours est-il que ça vous empêche, vous, de participer à l'échéance électorale. Sauf qu'il y a des récipicés de cartes qui sont souvent délivrés pour l'élection, mais parfois qui sont difficilement conservables, parce que c'est un papier. Si vous n'avez pas réussi à plastifier, vous n'allez pas le garder longtemps. Je suis l'exemple palpable. Vous n'avez pas réussi à le garder longtemps. Et avec ça, vous pouvez aller voter. Mais puisque vous n'avez pas réussi à garder longtemps, vous utilisez même parfois votre récipicé pour aller retirer. Tantôt, on vous dit que ce n'est plus à la base. On a distribué dans les centres, dans les... Monsieur Bachon appelle ça comment? Dans les différents bureaux de vote. Il faut que dans les antennes communales, il faut que vous allez retirer. Ouais. Vous y allez, vous cherchez. Vous-même, vous fouillez, vous ne trouvez pas votre carte électorale. Parfois, on vous dit que c'est déjà rentré à la base. Vous rentrez à la base, vous faites les fouilles vous-même et vous ne retrouvez pas toujours. C'est ce qui s'est passé avec mon cas. Donc, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Et lorsque vous vivez tout cela, vous vous rendez bien compte qu'il y a comme un oubli. Parce que les gens appellent ça parfois distribution sélective des cartes d'électeurs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui on donne les cartes et il y a d'autres pas maintenant. Je ne sais pas pourquoi ou bien si c'est volontaire. Mais il faut dire qu'en 2002, l'ONEL a établi que les cartes d'électeurs n'avaient pas été délivrées dans 290 bureaux de vote. Ça veut dire qu'on a 290 bureaux de vote où il y avait les gens qui n'ont pas voté justement parce qu'ils n'avaient pas de carte d'électeur. Là, en 2010. Et là, c'est en 2002. Hein. Ouais. Là, c'est en 2002. 2002. Oui. C'est-à-dire que établi en 2010, qui en 2002, il n'y a pas eu, il y a eu 290. Non, déjà, il veut dire l'Observatoire national des élections de l'époque disait que même ne pouvait pas distribuer les cartes. Dans 290 bureaux de vote. Et ça faisait 2,47% de personnes capables de voter. C'est la carte d'électeur, pour un système comme le nôtre, qui n'est pas encore véritablement biométrique, est très importante. Mais lorsque quelqu'un n'arrive pas à avoir cela, c'est problématique. Maintenant, on va prendre le cas de la négligence. En tout cas, merci beaucoup, Karine Sontia. Merci à vous, madame, messieurs. Comment vous l'appréciez? On en reparle dans un moment. Allez, bon retour mesdames et messieurs, merci de garder le cap sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui se poursuit avec la grande famille comme chaque matin. Nous tentons de comprendre, il y a un moment, la colère exprimée par Charles Bachou et surtout les délivrances accordées aujourd'hui aux cartes, du moins aux électeurs en ce qui concerne la carte d'électeur au Cameroun. Quelles sont les réalités qui entourent ce sésame? Devrait-on en faire véritablement un sésame quand on sait qu'au Cameroun, on pouvait s'asseoir, repenser le système d'élection? Est-ce que l'ECAM également aujourd'hui en tant qu'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun joue-t-il vraiment son rôle? N'a-t-on pas d'autres moyens de pouvoir identifier chaque Camerounais et enfin de procéder à des élections autrement faites au Cameroun? N'est-ce pas le moment quand on sait que 2025 n'est plus loin? Ou va-t-on le dire sur les réseaux sociaux? Des Camerounais ont commencé à préparer des consciences quant à la candidature d'un Camerounais bien connu et une guerre est ouverte aujourd'hui sur la toile. Va-t-on y céder ou pas? Est-ce que l'ECAM, à travers un réel procédé, peut permettre aux Camerounais de voter en 2025 sans souci? N'oublions pas que dans 5 ans encore, on parlera aussi des élections législatives et municipales. Bon, Bengan Kandji, vous semblez avoir une réponse à ça? Oui, justement, parce qu'on dit l'ECAM, il faut d'abord que l'ECAM existe. Et l'ECAM n'existe pas. L'ECAM n'existe pas. Ou alors, si vous voulez, l'ECAM se limite au centre de vote. Ouais. Conception matérielle, c'est tout. Vous voyez bien que ce n'est même pas l'ECAM qui donne les tendances. Même pas. L'ECAM viendra. Donc, voilà. Et l'ECAM, lorsqu'on est au niveau de la commission communale, on vous dit seulement, vous avez vu. Donc, vous ne pouvez même pas rectifier quoi que ce soit. À la limite, c'est à la commission mixte départementale. Donc, lorsque vous êtes dans votre commune, les procès-verbaux arrivent, il faut donc les harmoniser de telle manière que le reste soit vite. Et entre dans la commission départementale de l'ECAM. Or, il n'y a pas de commission départementale de l'ECAM. Il y a une commission mixte départementale au sein duquel l'ECAM siège comme les autres parties prenantes. Cette commission est présidée par le président du tribunal de grande instance du département.
les procès-verbaux quittent là pour aller à la Commission nationale de recensement général de vote. Donc, à partir de là, l'ECAM n'existe plus. On a traficoté. Après, on rappelle l'ECAM, on le dit, bon, programme de résultats. Là. L'ECAM n'existe pas. Il faut donc que l'ECAM existe, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas... Vous êtes candidat ou un parti politique est candidat. Il n'a pas de représentant dans un bureau de vote. L'ECAM veille à ce que ces résultats-là arrivent jusqu'à la Commission nationale de recensement général des votes. De telle manière que les 25 400 bureaux de vote que nous avons, on peut revoir les 25 400 bureaux de vote. Et les 58 procès-verbaux des 58 départements doivent être là. Mais qu'est-ce qui arrive? Non, si vous n'avez pas, c'est fini. Ou donc, non, c'est pas possible. Donc, en fait, l'organe en charge de gérer les élections au Cameroun n'a pas la capacité de les gérer. C'est bon, ce que... Qu'est-ce qu'on fait donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On arrête les élections, on continue dans le même procédé, on continue d'en souffrir. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Non, mais on continue à se battre. Le SDF nous a montré comment on peut se battre. Vous battez, ne vous écoute pas, bon Bengan. Vous battez autant qu'on ne vous écoute pas. Attendez, quand vous dites à votre maman le matin que vous avez faim, vous l'arrêtez. Il y a des enfants qui s'accrochent même à la jupe jusqu'à ce que maman vous donne à manger. Donc, nous devons explorer d'autres pistes. Peut-être que les pistes d'aujourd'hui... Oui. Ça fait 38 ans qu'on s'accroche à la robe de maman. On fait comment? Cher ami, Mandela a rejoint la lutte contre l'apartheid. Après, je pense, 48 ans de lutte. Ouais. Finalement, c'est vers 100 ans qu'ils ont gagné. Donc, les luttes politiques, on les positionne sur la durée. Ouais. C'est sur la durée. La République s'est construite avec les hommes qui aiment la République, en ne cherchant à enlever les autres qui n'aiment pas la République. Alors, Charles Amembatou, aujourd'hui, est-ce que on peut oser aujourd'hui parler d'une digitalisation des inscriptions et des votes au Cameroun pour résoudre certainement le gros déficit, le problème que posent les cartes d'électeurs aujourd'hui? Quand je parle de digitalisation, c'est-à-dire qu'à partir de l'inscription, à partir de votre carte nationale d'identité, où on peut vous identifier véritablement, et jusqu'au moment des élections, on peut passer quand même à un procédé qui soit plus adapté, plus efficace, non, pour les élections à venir, non? Monsieur Michel Ngacho, je vais vous répondre clairement en disant qu'il faudrait qu'on installe le logiciel filtre anti-poussière dans la cervelle de tous ceux qui vont gérer le processus électoral au Cameroun, qui gèrent le processus. Pourquoi je le dis? Alors, vous avez déjà le procédé d'établissement. Comment est-ce que vous allez vous inscrire sur la liste électorale? Lorsque vous arrivez, il y a déjà c'est-à-dire la période quand ce n'est pas, il faut attendre, rester debout, être parqué dans un coin, le soleil, vous avez des gens qui arrivent, ils s'asseyent, ils attendent une demi-journée, ils sont fatigués, il faudrait qu'ils rentrent en disant, bon, je m'avais fait, je vais revenir, vous êtes encore là demain, oui, comme il part là, il croit qu'il sera là demain, il ne revient plus. La disponibilité des équipes, zone par zone, quartier par quartier pour les inscriptions sur les listes électorales. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a eu une avancée notoire ces derniers temps parce qu'ils se sont battus quand même à essayer de multiplier, mais c'est très insuffisant par rapport à la demande. Premier point. Lorsque vous avez réussi à vous inscrire, le nom qui est inscrit, qu'on inscrit, ne reflète toujours pas ce qui est mentionné sur vos actes, comment on va dire, vos actes de base, de l'acte de naissance, la carte nationale d'identité. On voit par exemple le nom Monsieur Michel Ngacho. Au lieu de mettre NG, on parle là-bas, mais NGW. Vous voyez, on ajoute, on insère des lettres. Quand vous venez récupérer, c'est bien votre photo. Votre carte a été filmée. Filmé, monsieur Michel. On a l'orthographe. On a l'orthographe, mais on met NGW. Ça donne Michel Ngacho. Au lieu de Michel Ngacho. Au lieu de U qu'on devait mettre W. Donc, vous venez récupérer, là, vous vous rendez compte que de né le 31 décembre 1973, vous voyez marqué né le 31 décembre 1970 sur votre carte d'électeur. Ça n'est plus vous. Ce n'est plus vous. C'est pas mon âge. Monsieur Michel, je dis, ce n'est plus vous. Maintenant, vous arrivez dans les cartes, ce qu'on appelle les antennes communales, les lieux où vous êtes censé récupérer. Quand vous descendez les antennes communales, vous vous rendez compte qu'il y a un désordre fou.
je dis bien une cacophonie. Vous avez les gens qui sont venus ont fouillé. Lorsqu'ils ne trouvent pas, on mélange les A avec les N, les N avec les G avec les P. Parfois vous arrivez, on dit que ça vient d'arriver. Hein. Allez regarder dans le carton là. Vous vous retrouvez, vous prenez 1, 2, 3. C'est moi qui vais classer ça. Hey, arrêtez cette histoire, ça me sert même à quoi? Vous vous tournez, vous partez. Voilà la première. Ça c'est les fatigues que les gens. Vous arrivez, vous trouvez un seau, un carton où tout est empilé dedans. Dans les commissariats même, c'est encore mieux parce que quand vous venez chercher votre carte d'identité, ils ont fait des box en bois, lettres A, N, G. Quand vous avez votre nom, on commence par quoi? N, donnez la carte, on va dans les N, on commence à fouiller, vous avez fait quand? Mais là-bas, ce n'est pas ça. Pendant une déstructuration. Autre chose, les chefferies traditionnelles. Monsieur Michel Gachou, la chefferie de votre quartier située. Quel quartier? De votre quartier, je dis votre quartier. Voilà, la chefferie est située. Vous avez un problème. À Douala, on ne connaît pas où sont situées les chefferies. On ne connaît pas où est à Makepe, on connaît que parce qu'il y a Makepe Misoke. À Bépanda, la chefferie est située, localisée où? Un chef qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. On vous dit qu'on a déposé vos cartes chez le chef de quartier. Voilà des questions. Est-ce que vous le connaissez déjà même? Non, mais c'est ça que je vous ai dit. On est allé récupérer vos cartes chez le chef de quartier. Parce que justement, je voulais permission, Inch'Allah, mais je me suis quand même dit, mais si on parvient à identifier les chefs de quartier dans une ville comme Douala, on sait exactement que, bon, d'accord, il y a un petit recensement général qui peut se faire à partir des quartiers. On sait que, oui, permettez, Inch'Allah, mais permettez. Le chef de quartier, c'est que, bon, voilà, dans mon quartier, j'ai environ 1000 maisons. Non, les blocs, ils comptent les blocs. Les blocs. D'accord. Bon, le chef de quartier, les chefs de blocs. J'ai 100 blocs, par exemple. Donc j'ai 100 blocs. Et par bloc, je vais dire n'importe quoi, j'ai 100 maisons par bloc. Oui. Ok? Alors, est-ce que c'est pas des gens avec lesquels on peut travailler efficacement pour pouvoir non seulement faire inscrire les Camerounais sur les listes électorales et leur permettre justement de rentrer en possession de leur carte d'électeur convenable? Ça, c'est une proposition que vous faites, monsieur. Tiens, la main, tu peux, moi je réponds. On travaille efficacement pour arrêter les opposants. Voilà, donc, vous vous rendez donc compte que la chefferie, vous avez les chefferies traditionnelles qui se retrouvent à détenir des cartes par devant elles jusqu'après les élections. Parce que les chefs, personne ne connaît la maison du chef, ne connaît le quartier du chef. Quand vous arrivez, on dit qu'allez chercher votre chef de quartier, on a envoyé ça dans votre chef, la chefferie. Vous avez dans quel quartier? Allez chercher, c'est dans c'est dans ces zones que vous allez trouver. Ou allez dans... Vous voyez quelqu'un qui sort, il dit que qui va encore aller fouiller, je perds mon carburant pour aller fouiller quelque chose. Pendant, excusez-moi, autre point. Vous avez des personnes, des élites, dans certaines zones, qui arrivent à l'antenne communale ou à la chefferie et disent ok, je connais pour tous mes militants, donne-moi les cartes, c'est pour mes militants, je vais les leur remettre. On porte ce qui ne se fait pas, M. Michel Gachou, des cartes d'électeurs, on remet à une élite. Maintenant, il arrive, il regarde tous les gars qui sont de son bord politique. Il lit. Quand il finit, il coche. Il dit le reste là, terminé, il cherche une poubelle, il jette dedans. Et il se rassure qu'on jette cette poubelle après les élections. Voilà donc comment les gars font des retraits, procèdent à des retraits de masse. Ou dans des forums, on vous dit que pour les gars qui appartiennent à tel, passez récupérer vos cartes, c'est chez tel, il a déjà récupéré. Maintenant, il y a le dernier fait, non, M. Michel Gachou, c'est ceci que vous avez tout un quartier. Quand on sait que tel quartier, c'est un quartier des opposants, on s'arrange. Je ne sais pas qui le fait, quelle est l'autorité qui se charge de ça, à récupérer spécialement des individus qui sont identifiés appartenant à ce bord des opposants. Les cartes parfois ne sortent pas. Ça peut paraître grossier, mais c'est des plaintes. C'est des plaintes qui sont posées chaque jour où vous arrivez. On vous dit non, vos cartes ont été retirées. Attendez, non, c'est encore à la base. Patientez que ça quitte de la base pour arriver. Non, ce n'est pas encore à notre niveau. Vous arrivez, on vous dit que on a fait l'erreur. Excusez-nous, vos cartes sont sorties à Yassa. Yassa compte combien de quartiers pour qu'un gars qui ne dépend pas pour aller chercher sa carte d'électeur à Yassa. Donc vous vous rendez compte qu'on vous embrouille. C'est risible. Attendez, c'est énervant en réalité. Même si ça fait rire, mais c'est incompréhensible. Mais oui, dans un pays. Mais pendant Nylon, sa carte était sortie à Yassa. Donc vous devez aller chercher. Donc on a dit que je quitte, je manque même de quoi manger. Inch'Allah, Carisson, ça nous a rappelé. Vous savez pourquoi on a annulé les élections du 23 juin 2002? Les cartes d'électeurs du Lébialem s'étaient retrouvées à Mouanko. À Mouanko, voilà. Pour ça que alors imaginez-vous, les cartes d'électeurs du Lébialem se retrouvent à Mouanko. Pour Mouanko peut se retrouver à Bafia. Donc le temps qu'on délègue une commission spéciale qui va faire le tour et récupérer, vous vous rendez compte. Et pire, il y a la communication. Et les camps a bougrement d'argent.
Elle est quand même bougrement d'argent pour ne pas communiquer suffisamment, monsieur Michel. Non, mais c'est fait à dessein. On a le sentiment justement que tout est fait à dessein. Mais Michel, il ne faut pas oublier que certains chefs traditionnels, eux aussi, réquisitionnent les cartes d'électeurs et ils ne distribuent pas. Non, pas de complicité, quand même. Oui, ils sont nombreux. Que lorsqu'ils récupèrent les cartes d'électeurs, comme M. Mathieu a expliqué, ils ne redistribuent pas aux Donc, le électeurs. show de quartier, vous identifiez dans votre quartier comme un gars. Oui, Quand vous allez au bar, permettez, vous êtes au bar, justement, faites des commentaires. On dit non, le gars, c'est un gars du MRC. Vraiment. Il ressemble un peu à un opposant, à un extrémiste. Oui. Il ne parle pas tout du RDPC, on recule sa carte à bon gars. Il y a parfois, vous arrivez même pour. Lorsqu'on vous demande de fouiller, vous vous rendez compte que certaines cartes ont déjà commencé à moisir, monsieur Mathieu. Mais bon, on vous a dit quelque chose. chose. Elles se détériorent même étant encore là-bas à la base et vous ne les avez jamais eues. Le rôle des chefs de bloc, c'est de lister véritablement les opposants de leur bloc. C'est ce que je peux vous expliquer. Donc il répertorie ça à la, comment on appelle, la chefferie supérieure. Et le gars qui remet même à la chefferie du quartier, ce n'est pas un gars formant, il est quand même. C'est un gars, un petit tinda de la notabilité. Tu ne fais même des plans. Quand tu arrives, tu dis, tu t'appelles comment? Il dit que ce n'est pas ça. N'oublie pas qu'après lui, il a un petit poste à la mairie. Je prends un cas, il nous regarde là, monsieur Kedjan, il est journaliste. Voilà. Lui, il est cité sur Cameroun Mutuel. Sa carte s'est retrouvée en Banga Pongo. Cette carte lui a été remontée par quelqu'un qui le connaît personnellement, qui allait chercher sa carte. Il dit que mais je connais quelqu'un. Il vient lui donner. Et c'est comme ça que lui aussi, par hasard, c'est la cousine de son épouse qui allait prendre en Dopassi 3, celle de sa femme. Incroyable. Il a cherché ça au lieu de merci à vous. Alors, merci à vous. On va certainement prendre l'appréciation ou les points de vue de nos téléspectateurs sur ces sujets développés depuis ce petit matin, mais quand même interpeller Eleka, interpeller le ministère de l'administration territoriale. D'ailleurs, on sait que rien ne va se faire de toutes les façons, mais interpeller surtout l'État du Cameroun, interpeller les Camerounais à revendiquer avoir un organe, effectivement, qui soit en charge de l'organisation des élections au Cameroun et qui soit crédible, parce qu'aujourd'hui, le sentiment qui se dégage, c'est que les Camerounais n'ont aucune crédibilité. Et c'est ce qui peut se justifier aujourd'hui avec les élections qu'on a eues en 2018, où beaucoup estiment que l'ECAM a joué le jeu des systèmes, même s'il y a eu des contentieux, même s'il y a eu le contentieux post-électoral devant la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, l'ECAM s'est suffisamment exprimé sur la question pendant ce contentieux-là, mais on pense toujours qu'il y a un jeu de dupes dans cette histoire et il faudrait forcément qu'on en arrive à une solution véritable. Karine Santia, nous vous écoutons. Ces femmes qui laissent faire ce genre de sottises sous prétexte de protéger leur foyer sont pires que ces criminels. Octavia. Donnez-moi le père là, l'enfant de qui? La prison est peu pour lui, même le castrer est trop facile. Il y a un autre type de traitement pour ce genre de personnes. Isabelle Ngoula. Une femme qui écoute de la bouche de son propre mari des propos comme ceux-là et prend ça à la légère est une folle. Elle est paresseuse et prête à sacrifier l'innocence et la vie de ses propres enfants. Brice GS Prime. Concernant l'histoire du jour, pourquoi cette dame n'a pas aussi envoyé ses deux filles à l'internat comme ses propres enfants, Annick Tchedou? Notre message, ce que Charles Hamel dit est long. La plainte là va aboutir quand? Et si même ça aboutit, après 2 jours, on va le libérer. Pourquoi toujours vouloir accuser le blanc face aux attitudes mal placées des uns et des autres? Au 237, le système électoral est archaïque, mais cela arrange le gouvernement. Ça leur permet de mieux truquer les élections. Jean-Claude Mehdi Bencon. Ça rejoint justement la revendication, Karine. Ça rejoint justement la revendication du MRC aujourd'hui, qui pense que pour qu'on puisse parler d'une quelconque élection au Cameroun, il faut revoir, il faut revisiter le système électoral dans son entièreté, de toutes les façons, parce que ne serait-ce qu'à lire ces réalités avec l'obtention d'une carte d'électeur au Cameroun aujourd'hui, on donne raison totalement au MRC, non? Il y a le SDF également, oui, effectivement. Bon, même sur le MRC est un tout petit peu trop présent sur le terrain, sur ses revendications. Non, mais il faut dire, en son temps aussi, le SDF était présent sur le terrain. C'est à cause du SDF qu'il y a les urnes transparentes. Aujourd'hui, je crois qu'il gagnerait à s'associer parce qu'il partage dans un certain sens les mêmes valeurs, les mêmes combats. Il devrait s'associer. Cette coalition ça ne ferait que servir l'opposition, ça ne ferait que les servir eux. Parce que finalement, vous avez
les mêmes combats, mais vous êtes tellement disloqués dans l'action qu'on a l'impression que vous ne savez même pas ce que vous défendez. Et pourtant, à la base, les revendications sont les mêmes. Ce système électoral adéquat pour tous les partis politiques qui donne l'égalité des chances pour tout le monde. Et ça arrangerait notamment les positions du SDF, de tous les autres partis de l'opposition qui maintenant pourraient faciliter la candidature unique, faciliter une présentation d'un candidat unique de l'opposition et qui marcherait. Sauf que dans ce cas, même si vous avez un candidat unique de l'opposition, ça ne va rien arranger. Ce qui est surprenant également, c'est qu'on a déjà 2 ans des élections présidentielles, même si le MRC continue encore de revendiquer cette place-là au niveau des présidentielles, on a le sentiment qu'au moment où nous parlons, on n'a peut-être pas encore réellement vidé ce contentieux, mais que les partis de l'opposition du Cameroun ne peuvent pas maintenant s'asseoir. Pourquoi en 5 ans? Vous avez 5 ans pour vous préparer, vous asseyez effectivement, vous dites, nous on veut un candidat unique. Effectivement, pour rejoindre l'idée de Oumniobem Bombengan, lutte unie sur tous les fronts, que le front justement de l'opposition s'asseye et dise, voilà, nous sommes partis de l'opposition, nous on aura un seul candidat et ce candidat justement va représenter l'opposition. En 5 ans, on peut suffisamment préparer les Camerounais pour ça, non Bonbon? Peut-être, mais non, Oumniobem parlait d'un candidat de large consensus. C'est pour ça qu'il avait créé ce qu'on appelle un front national dans lutte unie pour tous les fronts. Oui. Parce qu'il avait fait la distinction, il y a une ligne de démarcation entre les partis et des citoyens, enfin on n'était pas encore citoyens, et les habitants qui étaient pour l'indépendance et d'autres qui étaient contre. Il disait que le Cameroun ne peut même pas encore fabriquer une bûchette d'allumettes. Comment peut-il revendiquer d'être indépendant? Donc en fait on veut un candidat de large consensus, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire dernièrement, et tout, même en RDC. C'est un candidat de large consensus qui peut booster le reste, parce que le parti au pouvoir va créer des partis satellites. Très bien. Les messages Karine Santia. Cette femme est malade, même que son homme. Cette femme devrait quitter cette maison avec ses enfants. Notre message, les femmes doivent chercher à être indépendantes, des hommes financièrement pour s'imposer dans leur foyer de nos jours. Cette femme et son mari ne sont qu'un des pervers. Non, l'argent ne sert à rien ici. Qu'elle soit milliardaire. Non, qu'elle soit milliardaire, ça aurait résolu le problème des enfants. Elle serait partie de cette maison avec ses enfants. Oui, mais c'est pas ça. Le problème aujourd'hui. Elle est là parce qu'elle n'a pas de moyens de s'auto-prendre en charge. Ma fille, en Afrique, il y a, retenez ceci, il y a 3 proverbes qui fondent. On dit, la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. Je ne mange pas chez toi, ma décision est prise. Lorsqu'on dit que la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant, ça renvoie justement à ce que vous parlez de l'autonomisation de la femme. La souris n'a pas besoin de manger, une grande quantité de... Ces 2 graines d'arachide là suffisent, même sa couchette, ce n'est pas un vaste. Donc, comment s'arranger dans le petit endroit où vous trouvez avec les petits moyens que vous avez? Voilà ce qu'on appelle en Afrique coordonner la rationalité humaine. Donc, et justement, cette femme, parce que occidentale, elle pense que comme mon père est mort, ma mère est morte, je suis fini. Justement, sa tante lui a demandé de rester tranquille, de menacer son mari. Je veux dire, ça veut dire qu'ils sont occidentalisés. On vous dit donc que ce n'est pas ça, ça ne vous enlève pas votre dignité. Ce n'est pas le milliard qui va te donner du... Ça ne va pas résoudre le problème de vos 2 filles qu'on risque de perdre. On va les violer si elles restent justement là. Mais maintenant, son frère n'a pas les moyens pour enlever ses filles pour qu'elles restent dans son mariage. Sa tante lui demande de se taire et de demander à ses enfants de se taire et de menacer simplement son enfant. Comment elle fait donc son mari? Elle fait donc quoi? Personne ne va la prendre en charge. Les enfants qu'on a violés en Konsamba et qui sont décédés n'étaient pas riches. Voilà. Ils n'avaient pas d'argent. C'était pas leur père. Vous permettez, Dominique, c'est venu d'extérieur. On connaît la femme du quartier général qui a eu à sortir l'arme sur son frère qui est arrivé et a bousillé tous ses enfants. Elle vivait seule, elle avait de l'argent. Quel que soit le lieu où vous êtes, ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'autonomisation, monsieur Michel Gachou. C'est un problème de valeur. Aujourd'hui, on a piétiné les valeurs pour faire la laudation de l'argent. C'est l'argent qui commande. Sauf que là maintenant, elle a besoin de solutions.
Vous avez Là, vous maintenant, trouvez votre elle a solution besoin dans de l'argent. solutions. Qu'est-ce Vous qu'elle dites, fait? on lui donne l'argent maintenant, elles sont pourtant. Les valeurs ont servi à quoi avec un mari qui peut violer ses enfants là maintenant? Les valeurs, ok, monsieur, soyez valeureux. Ne faites plus ça. N'ayez plus envie de faire ça à vos enfants, ça suffira. On peut aller plus loin en interrogeant même le comment elle a trouvé ce monsieur. Ok. Justement. Même si Mais on va a aller trouvé plus loin, quelqu'un c'est ça l'Afrique. On Est-ce va que- interroger le comment elle a trouvé ce monsieur, le Conséquence. comment a été fait leur mariage. Vous voyez, il y a tellement des interrogations. C'est vrai que les gens vont dire non, si le père des enfants était mort, monsieur Michel Gachou, on ne jette pas le géniteur. Quel que soit le point où il a une famille, il a des frères, il a des sœurs. Que les femmes arrêtent de se dissocier de cela et de croire qu'elles peuvent gérer le monde. Vous ne pouvez pas gérer le monde. Même l'homme, on a besoin de toute une famille, du socle granitique de la famille sur laquelle on s'assied pour C'est gérer. pour ça qu'on On a dit que le salut est collectif. On a- Et non Chez individuel. nous, le salut La n'est pas vérité, c'est individuel. que, la vérité, c'est que ça ne nous éloigne pas du fait que des papas ont violé leurs propres enfants. Donc, de toutes les façons, cette femme, elle met ses enfants en danger. Qu'elle laisse les enfants qu'elle a eu avec ce monsieur là-bas et qu'elle s'en est avec ceux-ci. Parce que la vérité, c'est que elle va rester silencieuse et ce qui va faire, l'oiseau va faire la poule. Parce qu'elle pense que, non, elle pense que en gardant le silence, ça va l'aider. Ça ne va pas l'aider. Et il a Ça ne va pas l'aider. Parce que le jour où ces enfants qu'elle a mis à l'internat et pensant qu'elle les protège vont revenir, il va faire pareil. Avec ses Qu'elle ne garçons. pense pas que c'est parce que ce sont ses enfants qu'il laisse et que parmi ses enfants, c'est les filles. Et il y a des femmes, hein, monsieur Michel Gachou, que lorsqu'elles partent en mariage avec les enfants, ayant déjà eu des enfants, elles se disent que si elles ne sont pas avec cet homme-là, pour elle est finie. vie est finie. Si elles ne sont pas avec ce monsieur-là qui a accepté, et en tout cas, il a même eu pitié de C'est moi, donc la de culture m'épouser occidentale et qui me vous a prendre imprégné- avec vous a mon inculqué enfant ces et idées-là. l'enfant de ma soeur. Quel homme pourrait accepter ça? Voilà maintenant qu'elle est en train de voir le feu. Elle préfère rester que le feu la brûle Dans et le que les mariage. enfants en pâtissent juste parce qu'elle est madame telle. Il faut faire comment? Mais ça? justement, Il faut faire Le nom comment? que vous portez ne vous donne pas le droit de laisser pourrir la vie des enfants. Monsieur Michel Gachou, Pas du dans tout, les même si c'est années- le père de votre Dans enfant, Dans les même années si c'est votre mari. 2016, dans les Ça années, commence. monsieur Michel Gachou, dans les années 2014-2015, Et je de la grosse présentais séparée une de lui. émission à Equinox Radio appelée Intimité, entre 21h et 23h. Un jour, je finis l'émission, je descends, c'est une femme qui arrive, elle gare un gros véhicule là, au bas d'Equinox, elle dit « Charles, mais je vais te voir ». Elle me dit « Non, déplaçons-nous, on va causer ». Elle dit qu'elle s'est mariée, ça faisait 15 ans. Depuis qu'elle s'est mariée, son mari ne l'a jamais pris par la voie normale. Son mari est un grand directeur d'une structure. Son mari ne prenait la voie normale que pour faire des enfants. Elle a 6 enfants. Et elle dit, elle en souffre, elle n'en peut plus. Mais seulement, son mari donne beaucoup d'argent à sa famille, à telle enseigne que chaque fois qu'elle fuit, c'est sa famille qui la ramène. Je lui ai dit, c'est la valeur argent. Je vous dis ici que tout ce que nous développons là, c'est parce qu'on met la valeur financière devant. Absolument. C'est pour ça que C'est la ça qui société- tue la famille. Je prends cet exemple. C'est ça qui tue la famille. La valeur financière. À un moment, levez-vous, monsieur Michel Gachou, et dites-vous que je peux faire sans argent. Jusqu'à ce que vous atteignez 20 ans, vous travaillez. Est-ce que vous ne mangez pas? Est-ce que les voisins ne vous nourrissent pas? Est-ce que vous ne réussissez pas à vous en sortir? Pourquoi aujourd'hui, c'est l'argent qui va commander le monde? Charles Hamel, je vais plutôt. J'ai eu Est-ce qu'il a cette cette discussion femme? hier dimanche avec une personnalité. Il me Parce dit, qu'elle pense qu'elle a Dans- besoin. bon, s'il n'y avait pas Covid, ma famille et moi, nous avons l'habitude de passer nos vacances à Miami. Donc il a bien demandé. Je lui dis, mais attends, c'est l'orientation que vous avez pris. Il me dit oui. Je dis, mais cher ami, c'est pas vous qui réfléchissez, c'est pas toi qui réfléchis, mais c'est l'argent que tu as qui réfléchit. Donc lui, parce qu'il a les moyens, peut aller avec ses 2 enfants, sa femme là-bas, il pense que c'est lui qui réfléchit. En réalité, il ne réfléchit pas. Donc maintenant, on doit C'est s'excuser l'argent. d'avoir l'argent. On doit s'excuser d'être... Non, d'avoir non. de l'argent. Je ne Écoutons, comprends pas. Non, laissez-les chuter. Qui chute après? Un riche dans une famille de 9 pauvres, ça fait 10 pauvres. Voilà. Un riche dans une famille. De 9 pauvres, ça fait 10 pauvres. Voilà. C'est pour ça on vous dit, je reprends, la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. Oui. L'argent, c'est un moyen qui vous aide à vous épanouir. Pour le cas de cette femme, sa tante n'est pas de cet avis, elle va multiplier la famille. Elle ne doit pas être calme. Ses filles s'en plaignent, elle doit continuer comme elle l'a déjà, elle continue dans sa propre famille à donner l'information à un plus grand nombre de personnes.
à plus grand nombre de personnes, elle ne doit pas se taire. Puisqu'on a dit, Chalamel et moi, que c'est des actes condamnables, hautement condamnables. Donc, elle ne doit pas faire en faire comme c'était une histoire personnelle, comme je n'ai pas... Juste à trouver des situations atténuantes. Vous donnez, même si votre mari... Vous je ne sais pas comment se comporte votre justice aujourd'hui. Elle peut saisir n'importe quel juge d'instruction, encore qu'aujourd'hui, on peut faire, on rédige une plainte sans timbre. Donc ça, même ça ne va pas demander l'argent. Donc vous rédigez votre plainte, vous déposez. Merci. Merci à vous. Merci mesdames et messieurs. Merci de nous rester présents. Mais surtout, on va bien évidemment le dire à nos frères, aux familles africaines qui nous regardent, qu'il faut faire très attention parce que la famille est sacrée. Ta fille n'est pas ta femme. Il est important. Pas du tout. Oui, mais ta fille n'est pas ta femme. Donc la famille est sacrée. Même si la considère. Ce n'est pas sa fille. C'est censé être sa fille. Bon, permettez. Ça veut dire qu'on est plus africain. On est en train de sortir parce que Mais l'enfant est l'enfant de la société. Charlamel, vous n'avez pas compris. on souhaiterait justement que les téléspectateurs gardent en fait. Ce n'est pas ça. Non, monsieur Michel, Dominique va nous provoquer. Non, monsieur Michel, il y a un rituel pour faire d'un enfant votre fille. Et si on ne fait pas le rituel et que vous et moi on partage le même lit, on partage la même couche, on est dans la même maison. Pendant le mariage, pendant faire du 2 poids 2 mesures. On le fait comment? Pendant le processus de la dot, la famille qui vous donne, il conditionne. On conditionne. On ne va pas comme si. Comme je n'ai personne chez moi vraiment, et on a trouvé un sauveur. Ça aurait été le voisin, ça aurait été. Quand je vous écoute, non, j'ai l'impression que à partir du moment où les filles se plaignent, c'est un problème. Les filles ont besoin d'une protection. Merci Bonbon Bengal. Merci. Alors, les téléspectateurs justement ont compris l'essentiel et les nombreux conseils que vous avez évoqués ici sont entendus. Et on espère, on croit que nous sommes assez matures pour prendre de bonnes résolutions. On ne touche pas l'enfant qu'on a sous son toit. Il est encore mieux, disons-le encore. Voilà le bon mot. Oui, on ne touche pas l'enfant qu'on a sous son toit. Voilà. C'est très important. Et oui, on ne touche pas. Votre femme a ramené un enfant à la maison. Qui n'est pas votre enfant. Oui. Il n'est pas. C'est pas votre enfant. C'est bizarre comment on dit que les hommes qui amènent les enfants à la maison. Commençons par là. Non. Non. Ce n'est pas votre enfant. Vous n'avez pas compris. Biologiquement ou pas. Bon, quand un enfant est sous votre toit et que vous lui donnez à manger, il devient le vôtre. Non, arrêtez. Il faut qu'on arrête de faire sans rituel ou avec rituel, il est le vôtre. Non, mais c'est ce qu'il dit. D'une autre manière, ma fille. C'est ce qu'il dit. Il le disait comme ça pour que tout le monde comprenne. Lorsque vous avez un enfant sous le toit qui n'est pas le vôtre génétiquement parlant, c'est important. Ce n'est pas votre enfant, mais vous l'acceptez sous votre toit, vous en faites votre enfant. Et c'est pourquoi justement Bonbon et Kisha, maintenant, nous fait savoir qu'il y a un rituel, effectivement, dans le mariage pour que cet enfant soit reconnu comme le vôtre. Et ça, là, c'est un autre débat. Mais maintenant, ce qu'il faut c'est un rituel, la famille met les garde-fous. Et quand la famille ne met pas? Non, c'est faux. La famille n'a pas mis. Ça veut dire que vous n'êtes pas marié. La famille n'a pas mis. Ça veut dire que vous n'êtes pas marié. Donc il peut violer. Nous avons dit qu'on le casse. Non, s'il vous plaît. On dit qu'on le casse car il ne nous ramène pas derrière. On a dit ce genre de situation, on casse. Soyons assez grands. Et vous dites donc, quand vous nous ramenez comme si on parlait gardons le bon cap dans les échanges pour pouvoir permettre aux uns aux autres d'en sortir avec une idée importante. Merci à vous, mesdames et messieurs. Donc, oui, n'en riez pas. Finalement, on peut y rester parce que ça ne vous concerne pas seul. Ça concerne la société qui nous regarde ce matin. Dans le droit, c'est prévu que lorsque vous épousez une femme qui a des enfants, vos enfants deviennent, les enfants de cette femme deviennent vos enfants par alliance. Effectivement. Et cette alliance, c'est toujours un rituel, non, monsieur Michel Gatio? Donc pourquoi est-ce que vous voulez, on veut toujours faire ce ping-pong sur les mots? Ce qu'il faut mentionner simplement dans l'histoire, c'est que lorsque vous prenez une femme, par exemple, qui a déjà un enfant, il y a justement un rituel qui vous permet. Permettez, Karine, vous avez posé une question. Vous posez un problème, vous vous en tenez à des préceptes. C'est pas comme ça. Permettez. Ça donne l'impression qu'on est dans un livre. Comprenons-nous. Et sauf que ça n'existe pas sur le terrain. On se comprend les femmes. Comprenons les filles. Comprenons-nous justement pour évoluer. J'ai dit, nous sommes en train de nous exprimer. On parle avec des gens qui nous regardent quand même. Et il faudrait que chacun ressorte de là. On ne jette jamais l'enfant. Vous connaissez une femme avec un enfant, vous gardez son enfant. Ça, c'est reconnu. Mais cet enfant n'est pas le vôtre génétiquement parlant. Alors une fois sous votre toit, vous, papa,
vous prenez cet enfant comme le vôtre et vous ne touchez pas à cet enfant. Normalement. Ça c'est légitime. D'accord? Alors maintenant, la famille de l'enfant, bien sûr que la famille de la fille ou de votre femme est censée toujours encadrer cet enfant sous votre toit. Auquel cas vous allez... Non, attention, Auquel cas on ne punit, décider. on vous dit qu'on punit. Justement, on peut dire ça d'une autre manière. Quand une fille va en mariage et qu'elle est relativement jeune, sa famille lui donne une autre fille, une autre de ses sœurs qui l'accompagne. Est-ce que son mari va sauter sur sa fille? Non, on vous tue. On vous tue. Si vous voulez qu'on le dise comme ça, mais on vous dit donc quelles sont les normes sociales et quand on ne respecte pas ces normes, quel est le type de sanction qu'on donne? Vous êtes figé à votre comportement d'aujourd'hui. Merci, mon bon. Allez, on c'est une famille qui ne respecte rien. Merci, on m'a dit vous avez les tribunaux. Elle a demandé à cette femme d'être courageuse et d'aller plus loin. C'est ce que Jean-Lamel m'ont dit. Merci, vous nous ramenez toujours. Comment vous dites ça? Allez, on a dit avec de mille manières. Constantine Lamine est avec nous justement. Constantine, s'il vous plaît, le temps de trancher avec la pub. Bonjour Constantine, bienvenue. Bonjour Gatchou, bonjour à toute ton équipe et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. À ces téléspectateurs, je l'ai dit déjà, merci beaucoup parce que ces téléspectateurs sont en train d'accueillir d'une manière positive la célébration des 20 ans de carrière de Constantine Lamine, raison pour laquelle ce matin, je remercie tous les partenaires, je remercie tous les clients, je remercie tous ceux-là qui sont en train de se rendre massivement dans les points de vente pour s'offrir leur ticket de la nuit de l'ambiance BCBG à l'occasion des 20 ans de carrière de Constantine Lamine. Et bien entendu, à l'occasion de cette célébration de mes 20 ans de carrière, je l'ai dit la semaine dernière, je le réitère encore cette semaine, je vous accorde 2 semaines encore de double réduction sur tous les prix du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Votre Von Bio Oméga 3 coûte normalement le prix de 6 000 francs pour le Von Bio Oméga 3, mais alors à l'occasion de la célébration de mes 20 ans de carrière qui aura lieu le 4 décembre prochain, je vous permets d'acheter le Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs, la boîte de 30 gélules. C'est une manière déjà pour moi de dire merci à tous les clients du concept Salaka. C'est une manière de récompenser tous ces clients parce que c'est grâce à ces clients que le concept Salaka est en train de gagner de plus en plus la confiance auprès des entreprises camerounaises et étrangères. Alors je rappelle que votre Von Bio Oméga 3, vous l'avez encore et encore jusqu'au 5 décembre 2020 à 5 500 francs la boîte. Retenez que cette double réduction, c'est à l'occasion de la célébration de mes 20 ans de carrière. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également d'un lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette permet d'embellir la peau des diabétiques. Ce lait de toilette permet de nourrir la peau des diabétiques. Ce lait de toilette permet de protéger la peau des diabétiques. Vous l'avez normalement au prix de promotion à 6 000 francs, votre lait de toilette, mais jusqu'au 5 décembre 2020, vous avez le lait de toilette à 5 500 francs, votre lait de toilette pour diabétiques, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. On a parlé des prix, on a parlé de la double réduction, nous allons parler à présent des avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3. Il faut déjà rappeler que le Von Bio Oméga 3 est un complément alimentaire d'origine américaine, encore appelé huile de poisson ou alors fish oil. Le Von Bio est riche en oméga 3 et les oméga 3 ont plusieurs avantages dans l'organisme, notamment ça permet d'assouplir les articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Il permet également de stabiliser notre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC, il permet de nous prévenir contre l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 permet également surtout de réduire les complications du diabète. Je m'adresse à tous les diabétiques qui me regardent en ce moment. Plus besoin de chercher de midi à 14h. La solution, c'est au magasin 1001 tapis avec le Von Bio Oméga 3. Donc, any man, where you just know, ce concept Salafa.
concept salaka they forgive una fine price. Donc you get one Omega 3 just now 5500 dans sa magasin 1001 tapis. Je dois également rappeler que le lait de toilette que voici coûte également 5500 francs magasin 1001 tapis. Nous allons conclure la vente de ce matin pour la première partie, tout en rappelant à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin, la pommade contre les hémorroïdes est également en pleine promotion au magasin 1001 tapis. Vous connaissez ceux qui en souffrent, la solution c'est à l'intérieur de c'est-à-dire de ce flacon, et dans ce flacon vous avez un tube composé des plantes naturelles, c'est la pommade contre les hémorroïdes qui est également en pleine promotion au magasin 1001 tapis, situé en plein cœur de Douala à Aqua. Nous livrons dans tout le Cameroun. D'être passé par là. Merci à vous, mesdames et messieurs. Voici la revue des réseaux sociaux. Manifestation des femmes du MRC à Yaoundé le 21 novembre dernier. Elles ont été arrêtées, certaines ont été libérées, sauf la présidente des femmes du MRC, Mispa Awassoum, qui est toujours gardée à vue. Elle va faire 15 jours de garde à vue et 2 autres femmes également qui sont avec elle. Il faut dire que ces femmes-là ont décidé de marcher pour demander le retrait de la mise en... Comment on appelle ça, résidence surveillée de Maurice Kamto, qui depuis le mois de septembre dernier, de 22 septembre, est en résidence surveillée. Elles ont demandé que les policiers libèrent son domicile, sauf que ça n'a pas été trop du goût des forces de l'ordre qui les ont arrêtées, parce que parmi elles, il y avait des femmes qui étaient totalement nues et qui manifestaient avec elles. C'est vrai que certaines étaient habillées, mais il y en avait parmi elles qui étaient nues. Maintenant, sur la toile, les internautes ont interprété la nudité. Il y en a qui disent que ça, c'est une manière de vouloir rester dans l'actualité politique pour faire parler encore et encore du MRC, de Maurice Kamto. Il y a d'autres internautes qui disent plutôt qu'il s'agit là d'une manifestation de l'indignation et qui devrait aussi interpeller les autorités camerounaises quant à la montée en puissance de ce genre de manifestation des femmes qui de temps en temps manifestent toutes nues. Alors, lorsque la femme choisit bien sûr de se dénuder pour avoir une expression, lorsque la femme choisit de mettre son corps à nu, et lorsqu'on parle d'une maman de 70 ans qui parmi ces femmes est sortie et qui a été mise également, qui s'est mise à nu pour exprimer, pour faire entendre sa voix avec l'âme de paix en main, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra qualifier cela, Dominique Audrey. Est-ce que ça ne fait pas peur en même temps de voir une maman de 70 ans nue avec l'arbre de paix en main pour demander la libération d'un Camerounais parce qu'elle estime que ce dernier est maintenu en prison pour rien? Comment est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça veut dire qu'avec la nudité des femmes aujourd'hui, on peut libérer Kamto et sauver le Cameroun? Je crois que cette manifestation va beaucoup plus loin que l'individu Kamto. Ouais. Elle va un peu plus loin. On ne se cantonne pas simplement à Kamto, mais aux idées développées par Maurice Kamto. Entendez par là la fin de la guerre au Nozo, la révision du code électoral et tout ce que vous savez, quels sont les combats de M. Kamto Maurice. Donc je crois que c'est ça, à travers cette marche, que cette femme sont en train de revendiquer. À côté de ça, sur la toile, moi j'ai vu des gens insulter. J'ai vu des gens estimer que ces femmes n'avaient pas encore de mannequin, qu'elles n'étaient pas présentables et tout. Mais sauf que les gens n'ont pas encore compris qu'à un moment, on se départit du beau. Parce que lorsqu'on finit d'avoir les seins d'une jeune femme de 16 ans et les formes de je ne sais pas qui, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert à rien d'exposer un beau corps ou bien d'être belle, d'être parfumée ou d'être maquillée, alors qu'à Kumba, le 24 du mois dernier, il y a eu des enfants qui ont été tués. Donc, au Nigeria, au mois de juillet ou avril 2020, des femmes se sont dénudées à cause des violences là-bas. Et justement, leurs voix ont été entendues. Donc, mais au Cameroun, on pensait que ces femmes, les voix seront au moins entendues parce que là, les voix devraient être entendues. C'est très grave. Vous avez parlé d'une grand-mère de 70 ans. Ouais. Je crois que lorsqu'on finit de regarder la femme qui est nue, lorsqu'on enlève les pulsions libidinales qu'on a en tant qu'homme, on comprend quel est le geste derrière. Ça doit interpeller. Quel est l'homme normalement constitué qui serait heureux de voir sa mère nue dans la rue?
Bonne question. Donc, est-ce que les mamans du Cameroun devraient se déshabiller aujourd'hui, marcher pour faire entendre leur voix en Benga? Non, parce que le système occidentalisé n'accorde pas de valeur à la personne humaine. Au Cameroun? J'ai dit oui, et surtout dans les pays de post-coloniaux comme le nôtre, sous administration française, ne savent pas ce que c'est. Je suis d'accord avec Dominique Audrey, mais est-ce qu'on sait? Ils ne savent pas. Puisque justement, ceux qui luttaient pour qu'on ait une république, on les a tués. Et la république qu'ils souhaitaient, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a rappelé ça le matin, la république du Cameroun, par exemple, que souhaitaient les Oumniobe, les Moumnier et les Ernest Wandier, c'était une république où les nationalités allaient négocier l'entrée dans la république. Lorsqu'on parle, on a des systèmes féodaux, par exemple le Grand Ouest, le Grand Nord. Comment on a négocié leur entrée dans la République? Rien du tout. Les autres sociétés qu'on dit souvent égalitaires, comment on a négocié leur entrée dans la République? Rien du tout. C'est là où on aurait donc pris, et je pense que Oumnobel avait dit à Kumba, lorsqu'il demandait, il disait qu'on lève tribu contre tribu, qu'on lève les chefs traditionnels contre les intellectuels, il avait énoncé cela. Donc, vous qui êtes allés à l'école, ils ne savent pas où dire, ah, ils exposent même quoi là. Ça, c'est des conneries, permettez l'expression. Donc, on est aujourd'hui dans une république qui n'a pas de repères, où les seules choses, c'est les sectes pernicieuses, où Charles Amel nous a rappelé tout à l'heure qu'on a violé un cadet viole les enfants de son frère aîné et les tue, parmi lesquels un nouveau-né de 3 mois et sa sœur aînée de 6 ans. La République ne dit rien. On assassine les gens à Mimboman, on ne dit rien. Bon, voilà la République. Donc en fait, banalisation de l'humain. Quelle est cette République qui banalise l'humain jusqu'à la femme? C'est terrible. Dans ce genre de situation, j'allais dire, la moindre des choses que les forces du maintien de l'ordre auraient pu faire, c'est de couvrir. D'abord, on tourne le dos à ces femmes-là et on choisit parmi ces éléments de force de l'ordre, s'il y a 2 ou 3 filles qui vont parlementer avec leur maman, en venant essayer de reprendre soit leurs vêtements, les dire non maman, ne faites pas ça, vraiment, ici. Mais pas les prendre, les orienter là où on va les mater plus. Les images qui ont fait le tour de la toile, mesdames et messieurs, les images sont insoutenables quand même. Et il faut justement le dire, nous supplions les internautes aujourd'hui, s'il vous plaît, lorsqu'il s'agit du corps des mamans, lorsqu'il s'agit du corps de la femme, faisons un effort, je vous en prie, à ne pas publier de pareilles images parce que c'est dégradant pour l'image de nos mamans, de celles qui nous ont portés dans le ventre pendant 9 mois et qui nous ont donné tout ce qu'il y a comme éducation, je vous en prie. Charles Amel, il y a quelques jours ici, vous parlez du phénomène Bobby Tanap, dont beaucoup en ont fait aujourd'hui un slogan et qui sont allés à dénigrer l'action de ces dames aujourd'hui qui demandent que la revendication, la libération du Cameroun à travers bien sûr un acteur politique. Est-ce qu'on peut dire que ce genre d'acte serait la bienvenue dans un pays comme le nôtre avec les réalités politiques que nous connaissons aujourd'hui? Alors, je vous invite à faire un tour dans les chefferies traditionnelles de l'Ouest Cameroun, de faire un tour dans les chefferies Yoruba, les chefferies Igbo, de faire un tour chez les Dan, chez les Guéré en Côte d'Ivoire, une partie des BT, si vous voulez le groupe Akan, vous allez vous rendre compte que l'ensemble des représentations anthropomorphes de la femme ne met en avant que les mamelles nourricières. Oui. Rarement vous allez voir des femmes au sein véritablement tombées. Nous sommes arrivés à l'ère où la poitrine de la femme, loin d'avoir ce lait, est désormais séchée parce qu'elle ne mange plus. Lorsque la femme ne mange plus, dans les chefferies, lorsqu'une femme est en colère contre le roi, elles sortent toutes nues. Monsieur Michel Ngachou, les femmes, les reines, lorsqu'elles sortent nues dans une chefferie, ça suppose que tous les fesses du chef sont dehors. Et quand on le dit, ce n'est pas pour blaguer, le chef ne pourra même plus s'asseoir sur le trône avant d'avoir procédé à un certain rituel. Quand vous voyez des femmes arriver, je vais prendre le cas du village Ebomzout,
si vous connaissez le village de Effectivement, Bomzo, Ibomzo, oui. Michel Ngachou, c'est par ce procédé que les femmes maudissent. Quand on dit maudit, la malédiction a encore la valeur pour ceux qui connaissent ce village où lorsque la femme se dénude, malheur à vous si en se dénudant, elle lève le pied droit. Vous voyez souvent ça, les femmes font, quand elles dansent le bicotier, elles lèvent le pied droit, elles tapent l'habit à l'intérieur. C'est un geste que les gens voient. Voilà, ils ne savent pas la signification. Donc, vous avez vu ces femmes, regardez les images. Vous avez vu les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles chantent après, elles ouvrent les pieds. Vous voyez des curieux, ils sont assis, ils regardent, ils n'ont jamais vu de sexe, ils filment. J'ai même pas pu regarder, je vous dis. Non, même là, incroyable. je n'ai pas regardé. Je Je n'ai pas C'est regardé. incroyable. Je vous dis, même sur la toile, quand je vois, je C'est ne peux incroyable. pas regarder. Parce que vous regardez, vous prenez cette malédiction. C'est la malédiction de la femme. Je vous ai pris le cas des représentations entre qu'est-ce moments. qu'on fait? Vous voyez, on cache plus le sexe de la femme que les mamans de la Qu'est-ce femme. qu'on fait, Charles? Parce que les femmes font une sortie comme celle-là. Vous me permettrez encore que l'on touche ici la ministre des Affaires sociales, non, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui, sur un fait comme celui-là, ne parvient même pas à s'exprimer pour dire aux mamans, je vous en prie, mes chères mamans, mes sœurs, venez qu'on s'assied, qu'on en parle et qu'on discute, parce qu'en réalité, il y a un encadrement sociologique qu'il faudrait mettre en place. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce mutisme aujourd'hui d'une dame comme ça qui gère quand même la promotion de la femme et la famille? Et nous cédons à quoi? Monsieur Michel Ngachou, nous étions dans les années 1992, c'était du côté de Bastos, où tout un ministre plein, il avait organisé une petite cérémonie chez lui et il avait invité sa secrétaire. Tous les ministres de la République étaient chez lui, j'étais son nom. Ils étaient en train de s'amuser. Lorsque la dame de la maison, la dame du ministre, s'est rendue compte qu'il a osé faire entrer la petite dans la maison, qu'est-ce qu'elle a fait devant le parterre? Elle s'est déshabillée, elle a déchiré ses vêtements, monsieur Michel Ngachou. Je peux vous dire que l'homme est sorti en courant. La nudité de la femme, on l'a vulgarisé. C'est ce que nous disons, Bobo, qu'on a tellement vulgarisé la nudité de la femme que je vous ai dit, une bière, un poisson braisé, vous pouvez tout obtenir ce que vous voulez sur la femme. La femme a ceci de particulier que sa nudité, même une jeune fille de 12 ans, quand on est là, Bobo a une expression, c'est la République au sol. On appelle ça la République au sol. Absolument. Regardez ce policier, je ne sais pas si c'est un commissaire, qui suit la femme, lui et son tonne, qui regarde, ça c'est quoi ça? Regardez bien les images là, vous avez, ça c'est quoi ça? Et tout. J'ai pu apercevoir tout à l'heure. Tout de suite, quand vous avez. Non, vous savez, je voulais commenter en regardant. J'ai lancé, je vois le policier devant, c'est tout de suite là, qui regarde en disant, voilà ces femmes. Monsieur Michel Ngachou, c'est une malédiction. Quand ça arrive, mon Bogadi, on ne regarde pas, on se tourne, mais on interpelle. Voilà. Même votre propre fille, quand elle commence déjà à voir les menstrues, papa tourne le dos quand elle la voit nue. Voilà. Votre propre fille. Donc, c'est ça qui est bantou. Incroyable. Mais Michel, il faut dire que ce qu'on essaie de dire ce matin, c'est que il faut contextualiser. Parce que si on était dans une république où ça tenait encore à des bases solides, on n'aurait pas laissé que les femmes arrivent à ce niveau-là. Parce que ça touche lorsque on est dans une république où on comprend que ça touche, en fait. Dans une république où on admet que la nudité de la femme est sacrée. Mais si vous êtes dans une république comme la nôtre, où c'est devenu du n'importe quoi, où les gens vous disent que c'est des prostituées, ils ne donnent même pas de la valeur à ça. Pour eux, ça ne sert à rien. Vous faites ça, ça va même rien donner. Non, allez, faites-le et tout. Parce que je ne veux pas couper, je vais acheter de l'eau à son moulin. Tous les jeudis dans les snack bars de Douala, qu'est-ce qu'on fait? Le t-shirt mouillé. N'importe quoi mouillé. Le sang caleçon. Dans tous les snack bars de Douala, qu'est-ce qu'on fait? Dans les bars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des snacks où les filles désormais servent avec les t-shirts mouillés? On a c'est comment vous appelez ça? Vous voyez mouiller? Vous savez quelque chose, Ngachou, Michel? C'est ce dont je parlais. Je disais tantôt que justement, je disais tantôt que si on était dans une république où on respecte, on donne de la valeur à la femme en elle-même, à l'être humain, on ne pourrait pas observer ça comme c'était un truc, quelque chose de spectaculaire. Pendant que les gens faisaient ça, parce que non, quand on a regardé, s'il vous plaît, on a regardé les films de Patrick Lumumba, on a regardé les films de Chaka Zulu et autres, quand les femmes manifestaient parfois étant nues complètement, les hommes tournaient la face, ils regardaient l'autre côté, personne n'avait envie de les regarder face à face. Mais lorsque vous voyez comment est-ce que les gens regardent ça de manière spectaculaire, on dirait un concert, vous comprenez qu'on a tout banalisé. Je voudrais justement le dire ici en Mondovision, faisons très attention, parce qu'à Yaoundé précisément, on lui dit intendance.
Il y a un coin là-bas qui est connu, qui est labellisé comme étant le sans caleçon du Cameroun. Je parlais bien de Yaoundé au lieu dit Intendance. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a ce lieu là-bas ouvert et qui est connu des autorités justement policières. Le commissariat du premier arrondissement, je pense, On ne se ravitaille pas là-bas. n'est pas loin de là. Je parle de l'intendance à Yaoundé. Il faut y aller pour comprendre. Non seulement l'intendance, il y a des petits coins un peu de partout, puisqu'on parle de nudité. Pourquoi on parle de la J'insiste pour dire qu'il y a la police qui sait qu'il y a un coin pareil là-bas. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe tous les soirs, on récupère un peu d'argent, on continue, on laisse faire. C'est pour vous dire effectivement que la réalité est là. On a banalisé justement la nudité de la femme. Vous ne marchez pas la nuit à Douala, n'est-ce pas? En Allemagne, parce que je peux vous comprendre, hein, vous ne marchez pas la nuit à Douala parce que vous aurez vu des vertes et des pannes. On n'a pas de temps pour ça. En Allemagne, oui, il peut faire semblant de ne pas marcher dans la nuit. Oui, et faire comme s'il ne marchait pas. Il peut faire sur la mêle et Karine Sophia de quitter sur moi. En Allemagne, pendant la période du Covid, on a observé des médecins qui ont décidé de se dénuder dans les hôpitaux. Ouais. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait un manque d'équipement pour pouvoir soigner les gens. Et ils ont estimé qu'on ne pouvait pas soigner les gens sans se protéger. Et ces médecins se sont dénudés. C'est pour dire que les protestations peuvent avoir diverses formes. C'est pour ça que Mohandas Gandhi, promoteur de la non-violence, a promu ça. Donc, c'est une forme de protestation sans la violence. Et on ne devrait pas rironner des gens qui s'expriment librement de cette façon. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment, mesdames et messieurs, pour l'intérêt que vous nous portez chaque jour dans vos cœurs. Merci de continuer à regarder Kinors Télévision. Charles Abembachou, Bonbon Bengan, KNJ, Dominique Audrey Yengelek et Karine Sophia. Nous vous disons merci d'avoir pris le temps de nous regarder encore aujourd'hui. En vous donnant rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h, mais surtout en remerciant effectivement toute l'équipe de la production, accompagnée ce matin par Nadine Guanfo, Dikoum et François, et surtout Carlos Minuit. À demain, 10h.